Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la mensuelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu en faire une, qui était prévue au mois de janvier, au mois de février. Ils sont passés assez vite ces mois et nous voilà au mois de mars déjà. Mais on a réussi à réunir toute l'équipe avec Charlène et Thomas qui sont là avec moi aujourd'hui. Après un début d'année 2022 un peu compliqué cause Covid dans les écoles, on peut enfin reprendre le rythme de la mensuelle en espérant bien finir l'année. Et voilà, et je compte du coup sur mes deux acolytes pour être présents à chaque émission avec moi. On va essayer. Salut Thomas, salut Charlène, j'espère que vous allez bien. Salut. Bah oh, ouais. Ouais, salut, ça va? Et vous? Eh ben oui, bah oui, j'espère que les auditeurs vont D'accord, bien. Je pense qu'il y a eu j'espère. aussi un petit trou au niveau des écoutes, j'ai l'impression, en janvier, février. Je crois qu'on avait la tête à autre chose que d'écouter des podcasts. Donc, bon, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien qu'on se voit seulement au mois de mars. Comment ça va sur vos classes? Je crois que Charlène, elle a envie de dire du bien de sa classe aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ceux qui suivaient la mensuelle savaient que je ramais, hein, c'était bien, bien, bien galère. Et j'avais quand même eu quelques commentaires, quelques retours. Ah, mais toi aussi, en fait, donc ça fait du bien. Bon, je suis désolée, mais maintenant ça roule, voilà, depuis janvier. C'est-à-dire que ça roule vraiment. Typiquement, j'ai eu un cas Covid et en même temps, il y en a eu dans l'école de ma fille, donc il fallait que je vire tout le monde et en même temps que je récupère ma fille. Je suis restée sans m'en rendre compte de 9h à 11h30 au téléphone avec des parents, avec mes élèves dans la classe. Ils avaient juste des tableaux, des calculs au tableau. Donc, j'ai vraiment fait la maîtresse indigne. Et en fait, ils sont restés super calmes. Et ça, maintenant, c'est vraiment ça bosse, ils sont efficaces, même les gros problèmes de comportement. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais on en est au stade où des fois ils viennent me voir tout penaud, maîtresse, on s'est battu, on peut aller se mettre dans la classe pour se calmer et après on en parle. Bah ouais, ok, allez, faites donc et on en parle après. Enfin, c'est vraiment fou, ça y est quoi. J'en ai chié et finalement ça a payé. Donc, Je il y a suis eu un contente. déclic, quoi. Ouais, ça y est, trop cool. Cool, bah Là, super. c'est du plaisir en classe. Tant mieux. Et toi, Thomas, petite reprise, ça fait pas longtemps que tu as repris, Ben toi. ouais, nous, ça fait qu'une semaine qu'on a repris, donc il faut reprendre le rythme là, surtout que, comme tu l'as dit, les 2 mois qui se sont écoulés ont Ouais. été un peu compliqués à cause du Covid. On a fermé 2 fois la classe d'une semaine pour cause de trop de malades ou de profs Ouais, malades. ouais. Et du coup, pour reprendre le rythme derrière, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a des moments de grâce, un peu comme Charlène, et puis d'autres moments où il faut batailler un peu plus dur, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien quand même. Bon, bah, tant mieux. Bah, écoutez, moi, ça va toujours, ça roule. C'est toujours une petite classe de crème cette année où je peux vraiment en profiter. Bon, on voit que le printemps arrive aussi pour les CM2. C'est toujours un peu une période. Ah, c'est pareil chez moi. C'est trop Et mignon. quand le printemps arrive, il fait chaud, il commence à faire beau, le sixième arrive. Il y a aussi, nous, le voyage en classe de mer aussi qui approche. Donc forcément, ça va s'exciter un petit peu plus. Et puis bah, lundi, forcément, avec la semaine sans masque, là, ça a aussi, voilà, c'était un peu bizarre. Tout le monde se découvrait, tout le monde se redécouvrait. C'était un C'est, lundi c'est- un peu spécial. Ce qui est très chouette, je trouve, c'est des fois, je rencontre des élèves. Alors, mes élèves encore connaissaient un peu mon visage parce qu'il m'arrivait d'enlever le masque déjà pour boire. Ouais, ils t'ont pas pris Et pour un puis maître, du pour... coup, ça va. Non. Et puis pour l'anglais aussi, où parfois je suis obligée de le descendre, donc je m'éloignais, je descendais le masque pour leur montrer comment on faisait un son parce qu'ils n'y arrivaient pas. Mais du coup, dans le couloir, des élèves d'autres classes qui te regardent avec des grands yeux ébahis, souvent les petits, mais tout sourire, et tu dis, bah oui, voilà, on voit nos sourires l'un à l'autre, Voilà et ma tu vois, tête. je trouve ça touchant quoi, de les voir comme ça. Le côté moins sympa, par contre, et c'est Jessica, une vie de Toki, qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est qu'ils ont pris l'habitude de parler vachement fort. Sauf qu'on n'a plus le masque pour étouffer les sons. Ouais, Donc, aussi quand ils peut-être. sont Ouais. en entraide, moi, j'ai envie de craquer là. Ça fait trop de bruit. C'est terrible. Moi, c'est les bâillements, quoi. Ils avaient oublié qu'il fallait mettre la main devant la bouche pour bâiller, forcément, quand ils bâillaient tous avec le masque. Et là, du coup, Ouais, sinon, t'arrêtes de faire des cours ennuyeux, puis ils iront moins. oh, Hein. elle était facile, celle-là. Elle était Ouais, facile. un peu, j'avoue. Bon,
Et ben aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité. Pas facile à prononcer, avec au sommaire plusieurs parties que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà, au début, on essaiera de discuter et de voir pourquoi mettre en place la différenciation dans sa classe. Ensuite, on essaiera de voir ensemble pour vous donner quelques pistes concrètement à mettre en place toujours dans votre classe. Et enfin, des idées d'outils ou autres que nous utilisons et que vous pourrez certainement, vous utilisez peut-être déjà aussi et que nous, on utilise et on vous conseille d'utiliser pour mettre en place cette différenciation. On finira comme d'habitude avec une petite bibliographie, avec des conseils de lecture sur le sujet. Et enfin, toujours une petite récré pour finir avec nos petites recommandations sur sorties ciné, jeux vidéo, séries, livres, etc., qu'on a envie de vous conseiller ou de vous faire un petit retour. Bon, bah voilà, on est parti. Ça fait bizarre. Après 3 mois, on n'a plus l'habitude. Nous aussi, il faut qu'on reprenne le rythme. Bon, heureusement que tu es là pour guider. Oui, voilà, je suis là pour guider. Bah, de toute façon, voilà, aujourd'hui, je vais faire le guide et puis vous allez faire les. Vous allez faire les pros. Le remplissage. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, Charlène, tu as plein d'idées. Toi, pourquoi tu différencies dans ta classe? En fait, la question comme ça, elle part un peu Parce bête. que j'ai pas le choix. Voilà, sinon ça ne marche pas. Typiquement, là, à l'heure actuelle, en plus, il faut se dire que les CM2 de cette année, pour ceux qui en ont, vous êtes peut-être rendu compte que du coup, l'année où ils étaient en confinement, c'était l'année de CE2, pile l'année où on fait les diagnostics dyslexie, etc. Donc là, je suis un peu... j'ai des élèves qui disent niveau CP-CE1, et Ah oui. avec plus 6 élèves du LIS, mais qui ont aussi des niveaux très variés, hein, même dans les élèves du LIS, des élèves plutôt CP, d'autres qui ont le niveau en lecture. Mais donc, j'ai du niveau CP jusqu'au niveau CM2 en lecture. Alors en maths, c'est un peu moins étendu, mais pas loin. Donc, en fait, quand on a des classes comme ça, soit on décide que on ferme un peu les yeux sur les extrêmes, on fait un truc au milieu qui ne satisfait personne. Et en général, ça finit un peu par être le bazar, parce que y a un paquet d'élèves qui ne sont pas concernés par ce qu'on fait, donc forcément, ça devient difficile de gérer la classe. Soit on se rappelle quand même un petit peu que déjà la différenciation, c'est un peu dans les textes, hein, et puis on est là pour essayer de faire progresser tout le monde, dans l'idéal pour que tout le monde atteigne le même niveau. Ouais. On a un petit Dans bémol l'idéal, quand même comme pour tu les dis. situations de handicap lourd où là, on fait comme on peut, éventuellement avant qu'il y ait une orientation. Ouais, on essaye que Voilà. tous apprennent à leur rythme aussi en fonction de leurs possibilités, C'est ça. de leur capacité. Toi, Thomas, tu différencies aussi. En plus, tu as plusieurs niveaux de classe. Toi, tu es en multiniveau, contrairement à nous. Si, moi, toujours, hein, tu l'enregistres pas, mais c'est mince. Je sais que tu veux changer le running gag du podcast, c'est qu'il n'aura toujours pas compris qu'on n'avait pas les mêmes classes. Non, mais moi, Thomas, je te coupe. Non, c'est pas grave. C'était pas possible. Je vais y arriver. Bon, pardon. Note-le sur un post-it. Donc, oui, la différenciation, t'as pas le choix, quelle que soit la classe dans laquelle tu travailles, c'est vital, la différenciation. Alors, moi, j'avais un cas particulier, c'est que j'avais un triple niveau à cheval sur 2 cycles. Donc, non seulement tu as des niveaux très hétérogènes, mais en plus, tu as des façons de travailler très différentes entre des CE2 et des CM2, forcément. Donc, ça oblige à faire un grand écart pédagogique qui n'est pas toujours confortable pour l'enseignant. Et puis, même comme vous disiez, même au sein d'une classe avec un simple niveau, il n'y a pas 2 élèves identiques au sein d'une classe. Oui, et voilà. Dans les théories de l'éducation, c'est un truc qu'on appelle le postulat de Burns, qui dit qu'il n'y a pas 2 élèves identiques. Alors, ça se décline sous 7 formes différentes. Ils ne progressent pas à la même vitesse, ils ne sont pas prêts à apprendre au même moment, ils n'ont pas les mêmes techniques d'études, ils n'ont pas le même comportement, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes objectifs, ils ne résolvent pas les problèmes de la même manière. Donc forcément, faire un cours unique qui est censé convenir à tout le monde dans la classe,
c'est un peu utopique. C'est compliqué, quoi. Donc, on est obligé de différencier d'une façon ou d'une autre pour rendre ça le plus accessible possible à un maximum d'élèves afin qu'ils progressent tous un minimum. Voilà. Oui, et puis c'est rare encore de trouver des enseignants qui font le même cours à tous les élèves au même moment. Bon, ça existe encore, mais c'est vrai que, comme tu disais, Charlène, maintenant, ça fait partie des textes, quoi, la différenciation. On est contraint de la mettre en place. Et puis, de toute façon, je pense que, comme vous dites, on n'a pas vraiment le choix. Toi, Charlène, tu as repéré 3 grands principes qui te semblaient importants en matière de Oui, différenciation. parce qu'effectivement, la différenciation peut prendre plein de formes, mais parfois, il y a des choses qui se perdent un peu en route. Je pense notamment à certains jeunes enseignants, parce que moi, je l'ai fait aussi en début de carrière, hein, mais qui veulent à tout prix différencier pour tout le monde, mais qui, du coup, se perdent un peu en route sur ces principes. Euh, D'abord, ça ne veut pas forcément dire revoir les objectifs à la baisse. Donc, ne pas oublier que le but de la différenciation, alors j'exclus vraiment les élèves porteurs de handicap importants, hein. Mhm. Je ne parle pas d'un dyslexique, parce qu'un dyslexique peut évoluer dans tous les autres domaines hors lecture, hein, de façon tout à fait normale, pour peu qu'on ait adapté les supports. Et puis la lecture, théoriquement, s'il a été diagnostiqué dyslexique, il y a un suivi orthophonique qui va aider un petit peu à atteindre un niveau suffisant. Mhm. Mais donc, voilà, pas oublier que pour tous les élèves, ce n'est pas de revoir les objectifs à la baisse. Ce n'est pas parce qu'un élève est en difficulté qu'à la fin de l'année, il n'aura pas vu les fractions CM1. Alors, je le redis, hein, sauf cas extrême, mais il peut a priori les voir. Peut-être qu'il n'aura pas le même degré d'abstraction, peut-être qu'il aura besoin de matériel encore pour quand même réussir à faire ses calculs, etc. Mais il les aura vus. On ne se dira pas, oh ben non, pour l'instant, je ne sais pas, même les milliers ou les centaines de milliers, tout ça, c'est trop compliqué pour lui, donc les fractions, ce n'est pas la peine. Ben non, en fait, il faut continuer à essayer de le faire avancer à peu près avec les autres, et en tout cas, les objectifs de programme ne changent pas. Et dans l'autre sens, il y a aussi les élèves rapides, ceux voilà, qui sont très performants. On leur a expliqué, les exercices, c'est fait en quelques minutes, ils ont Mhm. fini avant les autres, et en plus, c'est tout juste, alors on ne sait plus trop quoi en faire. Et là, le piège, ce serait de se dire, on va l'avancer. Sauf qu'en fait, l'avancer ne servira à rien, parce qu'au bout d'un moment, on aura atteint des limites, c'est qu'il va forcément s'ennuyer au bout d'un moment. Si en CM1, il a fini le programme de CM2, on fait quoi derrière? On attaque le collège, on le prépare pour le bac, enfin, ça ne marche pas. Donc, Et tu plaisantes, mais moi, enfin, on verra après dans les outils, mes élèves, ils font de la sixième. En oui, fait. bien sûr. Enfin, parfois, Mais tu peux ponctuellement sur certaines compétences, mais c'est vrai. c'est pas forcément le but, quoi, de la Non. différenciation. Par contre, on peut aller s'intéresser à des tâches complexes où on va combiner des compétences et où du coup, va falloir encore mieux les transférer et tout ça. Ou alors, mais là, c'était l'idée de Thomas, les projets, les chefs-d'œuvre, ça, tu C'est pourras Thomas peut-être en qui parler. oui, travaille beaucoup, effectivement, en tâches complexes, projets, avec tout ce qu'il a fait autour de l'espace. Thomas, Oui, non? voilà, c'est mon projet de cette année, mais c'est pas forcément adapté à ce type de différenciation-là. En fait, quand tu as un élève qui maîtrise plutôt bien une compétence, comme tu disais très bien, le but, c'est pas de passer à la compétence suivante jusqu'à ce que tu aies épuisé la liste du C'est programme, en vrai. fait. Autant améliorer leur maîtrise de cette compétence-là. Euh, Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est difficile pour l'enseignant de suivre ce que font les élèves s'ils sont chacun en train de faire un truc différent à un instant T. Donc autant qu'ils restent quand même sur le même domaine autant que possible, mais avec un degré de complexité plus avancé qui va beaucoup plus mobiliser ses connaissances et ses compétences. Donc les tâches complexes, typiquement, ça peut être très bien pour des élèves très avancés. Et les projets, les chefs-d'œuvre, c'est le fait comment dire, de se réapproprier un concept, une leçon pour le transmettre à ses camarades. Alors ça peut être sous forme d'une affiche, ça peut être sous forme d'une capsule vidéo, ça peut être sous forme d'une carte mentale. Ça dépend vraiment de la compétence que tu veux travailler, de comment tu veux la transmettre aux autres. Et c'est vrai que dans les études, on a vu que quand les élèves doivent se mettre en posture d'enseigner quelque chose à leurs camarades, c'est eux qui apprennent le plus
plus que ceux qui reçoivent l'enseignement de leur père. Donc ouais, c'est une façon qui est quand même très efficace pour faire travailler ceux qui sont en avance et apporter un petit plus à ceux qui ont plus de difficultés en leur donnant un support différent de celui du cours pour essayer de comprendre, de retenir une leçon qu'ils auraient du mal à maîtriser. Pour le coup, en pensant justement à ces jeunes enseignants qui ne savent pas trop, qui créent 1000 supports, un par élève, et ben, du coup, c'est assez économique, mine de rien, en préparation et en suivi. Et je pense que faut aussi être réaliste, c'est-à-dire que c'était mon troisième point du coup, mais différencier, c'est pas individualiser. C'est-à-dire que parfois, j'entends que grosso modo, chaque élève va avoir un parcours bien à lui, complètement différent ou pas, mais il n'y aura pas deux élèves qui font la même chose en même temps. Et autant ton postulat de Burns était très vrai, il n'existe pas deux élèves absolument identiques, ça n'impose pas pour autant de créer un support par élève pour chaque domaine, parce que c'est très coûteux en temps, c'est très coûteux en correction. Du coup, en qualité d'étayage auprès des élèves, ça peut aussi questionner. Et puis, de toute façon, si on met les élèves dans une classe à l'école, c'est pas qu'une économie de moyens, c'est aussi qu'il y a un intérêt au collectif. C'est pas pour qu'ils travaillent chacun tout seul sur leur feuille, voilà. Donc ça, pour moi, c'est un autre tort qu'on peut avoir tendance à avoir, notamment en début de carrière. Alors souvent ceux du milieu, on fait tous ensemble, puis les 4 élèves ou 5 élèves ou 6, souvent c'est un petit tiers on va leur donner un support différent, et puis ceux qui sont plus rapides, on va leur créer des fichiers d'autonomie pour qu'ils aient encore plus, et on se retrouve avec des montagnes de correction, de travail, de préparation, on y passe des heures, et finalement on oublie de passer du temps pour l'enseignement, pour préparer tout ça de façon vraiment efficace. Donc finalement, c'est assez contre-productif. Oui, mais pardon Thomas, vas-y, excuse-moi, tu voulais réagir. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Charlène, parce qu'effectivement, individualiser les supports, les documents et les ressources, c'est extrêmement compliqué, surtout si on débute. Du coup, moi, ce que j'explique aux parents d'élèves en début d'année pour qu'ils comprennent un peu le principe de différenciation, c'est que la classe, ça fonctionne comme des voitures sur l'autoroute. Les élèves, ils peuvent changer de fil, ils peuvent accélérer, ils peuvent ralentir, mais c'est hors de question de faire demi-tour ou de changer de destination, parce que on va tous au même endroit, et peu importe qu'on y arrive rapidement ou plus lentement, le but, c'est que tout le monde y arrive à un moment ou à un autre. Donc, en fait, notre rôle d'enseignant dans cette différenciation, ça va être de délimiter les zones dans lesquelles les élèves vont circuler et de s'assurer qu'ils n'aillent pas au-delà, ni dans un sens, ni dans l'autre, ni trop lentement, ni trop vite, quoi. Et c'est vrai qu'avec les écarts qui se creusent aussi de plus en plus dans une classe, c'est vrai qu'on a tendance aussi à que la différenciation, des fois, ne suffise pas et qu'on individualise un petit peu plus, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au début, pour commencer, individualiser, c'est très compliqué. Ouais, mais comme tu dis, c'est très, très coûteux en temps, quoi. Là, je vais te dire, si vraiment tu différencies correctement, que tu proposes des activités différenciées, des documents différenciés, des façons de travailler différentes, que tu proposes une aide particulière, du tutorat, des choses comme ça, oui. Et que malgré tout, tu n'arrives pas à faire progresser tes élèves, tu n'es plus dans le cadre où c'est de la différenciation qui va aider cet élève, c'est de la compensation, parce que tu rentres dans le champ du handicap. Et là, c'est un autre monde et c'est beaucoup plus compliqué. Aussi, oui. Et puis, techniquement, justement, si une différenciation était bien faite, c'est-à-dire que les propositions qui ont été faites ont été pertinentes. Et pour faire des propositions pertinentes, il faut s'appuyer sur l'expérience des collègues, le RASED. Parfois, les orthophonistes font des suggestions, et je dis bien des suggestions, parce que parfois, ils ont tendance à croire qu'on va faire précisément ce qui est écrit, ce n'est pas toujours possible. Mais on a plein de ressources quand même. Si avec tous les dispositifs dont tu as parlé, Thomas, on se rend compte qu'il n'y a aucun progrès, on peut se remettre en question quand même, ça fait pas de mal des fois, aussi. Mais parfois c'est aussi le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est toute sa classe, bon, c'est peut-être le professeur. Si c'est 3-4 élèves où on voit qu'on a mis un groupe de besoins en lecture qui profite du RASED et qu'en fait il y a toujours zéro progrès, là on se dit oula, mais en fait il faudra un orthophoniste, parce que là il nous faut l'avis d'un expert. Ça, c'est un point qui peut alarmer. C'est vrai. Et du coup, Charlène, le troisième point. Voilà, 3 grands principes. Voilà, tu vois,
Et ouais, tu m'as devancé sur ton troisième point. Ton troisième point. Alors là, je parle plus des élèves à besoins éducatifs particuliers. Parce que j'ai dit sauf porteurs de handicap, mais faut quand même. Il y a des élèves qui ont des handicaps qui ne sont pas si handicapants que ça, pour peu qu'on différencie un peu, mais il faut se rappeler que la différenciation, elle n'a pas vocation justement d'être de la compensation à vie, mais plutôt d'être une aide temporaire, comme disait Thomas. Il y en a certains qui ralentissent et puis qui réaccélèrent et qui c'est pas là j'ai mes élèves qui sont pas bons, donc eux ils seront différenciés toute l'année scolaire et puis lui de toute façon il est bon donc il va y arriver. Non, ça peut être très temporaire et il faut quand même garder en tête que l'idée c'est quand même qu'à la fin il arrive à faire 100 si c'est possible. Oui. Toujours est-il, voilà, un enfant dyslexique, on attendra quand même parfois plusieurs années pour que ce soit possible, puisqu'il faut que le travail de l'orthophoniste porte ses fruits. Mais l'idée, c'est quand même qu'à la fin, il n'en ait plus besoin, quoi. Pas qu'il arrive à 18 ans en ayant besoin d'une police d'écriture spécifique, voilà, il faut quand même qu'il arrive à lire. Et voilà, effectivement. Ce côté temporaire. Et tu disais aussi qu'un élève perturbateur différencié dans la classe pouvait justement apaiser ses comportements, non? Alors oui, c'est pas le cas pour tous. Parfois, on a des élèves qui sont très moyens ou très bons, très mauvais. Enfin, très mauvais, pardon, c'est vraiment pas joliment dit, mais qui ont de grosses difficultés scolaires. Mais parfois, on a un élève qui n'est pas élève, qui se comporte mal, qui est même très perturbateur, qui va parfois nous fatiguer et nous prendre toutes nos ressources, et on est concentré que sur l'aspect comportement. Et on se dit, non, de toute façon, il ne peut pas apprendre. L'objectif, c'est que là, il tienne assis sur sa chaise et qu'il arrête de frapper les copains et de lancer des jouets. Mais en fait, parfois, et même assez souvent quand même, de ce que je crois même que ça a été systématique dans mon expérience. J'imagine que c'est possible que parfois ça ne marche pas. Mais de s'intéresser, mais en fait, il en est où scolairement? Est-ce que ce que je propose, c'est à son niveau? Et souvent, on se rend compte qu'il y a une difficulté dans une matière qu'il essaye parfois de masquer justement par son comportement, donc on ne s'en rend pas bien compte, et que en fait, en l'aidant scolairement, en le remettant au travail, en lui rappelant en fait tu viens pour apprendre, donc là concentre-toi sur ton travail, tu verras que ton comportement sera beaucoup plus facile à gérer. Quand on rentre là-dedans, du coup, on a quand même souvent une accalmie au niveau des comportements. C'est très long, mais c'est intéressant de s'en rappeler. Ouais, donc je suis d'accord avec Charlène sur le principe parce que ça rejoint la théorie de la ZPD de Vygotsky. Alors, on va pas réexpliquer la ZPD, hein, je pense que tout le monde en a entendu parler au moins une fois dans sa carrière. Mais c'est vrai que des élèves perturbateurs, entre guillemets, c'est souvent des élèves qui se sentent pas à leur place à l'école parce que ils sont face à une tâche qu'on leur demande et qui se sentent pas du tout capables de faire. Et en fait, en différenciant, on les met face à une tâche qui est à leur portée, même s'ils ont besoin d'un petit peu d'aide pour y arriver. Et on leur montre qu'ils sont aussi compétents que leurs camarades, qu'ils peuvent arriver à faire le travail qu'on leur demande. Et ce sentiment de compétence, il est hyper important pour les apprentissages parce que justement, un élève face à une tâche, s'il se sent capable de la faire, il va s'y mettre beaucoup plus volontiers, avec plus d'enthousiasme et plus de motivation, que s'il se dit, de toute façon, je suis nul en maths ou je suis nul en orthographe et donc j'y arriverai jamais autant que je m'amuse. Donc c'est un outil utile pour réguler aussi certains comportements dans la classe. Et tu veux pas juste quand même dire ZPD, juste 30 secondes ZPD pour ceux qui vraiment n'en auraient jamais entendu parler, non, parce que zone proximale de développement. Ils ont séché les cours quand même. Celle-là, ils savent bien de la sortir. Il y en a qui ont pu avoir des parcours. Oui, c'est vrai. Non, mais oui. Oui, en plus, j'ai fait partie de cette génération où le master n'était pas du tout obligatoire. Je crois que maintenant, ils sont obligés de passer par l'UFM. Oui, l'ESP, INSPE, je ne sais plus quoi. Mais moi, j'en ai pas forcément entendu parler à formation SP, là, mais plutôt avant, parce que j'étais en fac de STAPS, quoi. Mais donc, on parlait de tout ça, mais c'est vrai que voilà, ça dépend forcément aussi. Psycho, en plus, je crois que j'ai pris. Oui, si tu as fait psycho. C'est pour ça que tu en es saoulé, quoi. Arrêtez. Non, mais en plus, c'est tellement pertinent, hein, mais c'est vrai qu'on y revient tout le temps.
Ouais. tout le temps. Et alors, Ben quand oui, même, c'est un point pour central. rappel, la zone proximale de développement, c'est pas... Parce que parfois, il y a cette croyance que c'est juste, il y a son niveau, il y a le niveau, c'est trop dur pour lui, et puis il y a juste une marche au-dessus de son niveau, c'est ce qu'il peut faire. Mais la ZPD, c'est bien ce qu'il est capable de faire, à condition qu'il ait l'aide d'un tiers. Parce que Vygotsky, c'est bien l'apprentissage, alors avec les pairs ou avec l'aide d'un adulte, mais en tout cas, il y a toujours le social dedans, hein, le lien avec les autres. C'est pas un apprentissage tout seul. Donc, faut quand même garder à l'esprit la question de quel étayage on va apporter à l'élève aussi pour qu'il puisse justement entrer dans cette ZPD, parce qu'il n'ira pas tout seul, a priori. Pas tous, Voilà. en tout cas. Merci pour ce rappel, comme ça pourrait servir aux auditeurs qui n'avaient jamais entendu parler de Vygotsky. Bon, ça m'étonnerait. La méditation, c'est compliqué. On passe à notre deuxième point de notre émission sur comment faire concrètement, on avait mis simplement aussi, hein, pour ne pas se mettre trop comme on dit, la rate au courbouillon, pour différencier, je voulais le placer, hein, je suis désolé. Jolie expression. Il faut être prof pour dire ça. Oui, voilà, oui, c'est une expression de prof. Comment faire? Alors voilà, il y a différentes façons. Voilà, on peut travailler, comme vous disiez tout à l'heure, en atelier, en demi-groupe, en tutorat, mettre en place des plans regroupement, aménager sa classe avec les classes flexibles ou autres espaces de travail, des groupes de besoins, des groupes de niveau. Voilà, on peut mettre plein de choses en place que vous avez certainement déjà entendu parler, mais j'ai Thomas et Charlène avec moi aujourd'hui, donc toujours des petites astuces supplémentaires. Quel teasing de fou. Ouais, ça se trouve, ils vont rien apprendre et il faut être trop déçus. Arrête, ils sont contents. Je vous rappelle que les mensuels sont les émissions les plus écoutées du podcast. Donc, ouais, voyez, on remercie tous les petits gens tasses. C'est parce apprennent qu'on des est choses. rare, c'est pour ça. Oui, c'est peut-être la rareté aussi. Non, parce que vous dites que des choses pertinentes et ça intéresse beaucoup de monde et on apprend plein de choses en vous écoutant. Moi, le premier qui est là avec vous, hein, et qui est très heureux de vous avoir. Alors, Thomas, Oui. comment faire simplement, concrètement, pour mettre en place une petite différenciation dans sa classe, tout le monde peut-être pour commencer ou après quand on est un peu plus aguerri? Alors, je dirais que la méthode la plus simple pour différencier quand on n'a pas le temps de mettre en place des outils chronophages et compliqués, c'est de travailler sur la durée d'une tâche qu'on va donner aux élèves. Souvent, les éléments de différenciation qu'il y a aux examens, c'est le tiers-temps. Donc, pourquoi ne pas accorder plus de temps à un élève qui en a besoin pour réaliser sa tâche? Oui. Après, le temps, il n'est pas extensible non plus à l'infini dans la classe. Et si chaque fois qu'on donne un exercice, on a 3 élèves qui ont besoin de 2 fois plus de temps que les autres, bah, forcément, à la fin de la journée, ils ont fait 2 fois moins de choses. Donc, ce n'est pas forcément souhaitable de faire ça tout le temps. Du coup, on peut faire l'effet inverse. On leur demande une tâche plus courte. On travaille toujours la même chose, mais au lieu de conjuguer les verbes dans 10 phrases, ben on le fait que dans 5. Ça prendra 2 fois moins de temps. Ils auront travaillé la même compétence, mais ils auront eu plus de temps pour réfléchir sur chaque phrase. Et enfin, on peut réduire la complexité de la tâche. Par exemple, si on travaille sur des calculs, calculer sur des nombres plus simples, plus petits, et éventuellement autoriser un matériel particulier, avoir la leçon sous les yeux. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui ont du mal à apprendre leur table de multiplication. Et du coup, chaque fois qu'il y a une évaluation de calcul, des exercices, des problèmes, ils ont leur table de multiplication à portée de main. Les tableaux de conversion aussi, c'est des choses qu'ils aiment bien utiliser pour être plus à l'aise pour travailler. Ouais, c'est dingue. En génération, c'est peut-être un matériel qui n'est pas très connu, mais je travaille... là, on a fait les fractions décimales et les nombres décimaux. Et passer de l'un à l'autre, c'est quand même très abstrait. Et souvent, on n'a pas de matériel pour les centièmes, les dixièmes. Mais il existe du matériel. Alors, il faut que je le mette sur Instagram parce que j'ai pris des photos l'autre jour. Et en fait, ce matériel-là, il est en accès libre, par exemple, dans ma classe. Donc, il y a des élèves pour qui c'est devenu très clair très vite, parce qu'ils ont de très bonnes capacités d'abstraction. Mais en fait, ce matériel-là, typiquement, il est en accès libre et j'ai des élèves qui, encore là, en CM2, ça fait 3 mois qu'on est dessus, mais ils ont toujours besoin du matériel. Mais bon, ça les aide, ça fait qu'ils ne font pas d'erreurs et ils comprennent ce qu'ils font. Il y a une représentation concrète de tout ça.
Et Donc, je te coupe, excuse-moi, c'est marrant parce que deux choses par rapport à dire. C'est vrai que les tables de multiplication, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils les connaissent de moins en moins. Plus les années passent. Ça fait des années que je suis en CM2, moi. Et c'est marrant parce que j'ai posté aujourd'hui une photo sur justement un tableau de numération que j'ai Velleda dans ma classe avec justement la partie décimale, mais représentée avec centième, sous forme de fraction pour justement arriver à passer, comme tu dis. et oui, Et de donc, l'un ils à vont l'autre. directement sur ce tableau pour écrire le nombre pour arriver à le transcrire soit dans un sens, soit dans l'autre. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, du matériel comme ça en libre accès, c'est top, quoi. Oui, puis alors, plus on a l'impression parfois que c'est pour des grands, mais en fait, Oui, pour les petits aussi. ça marche avec des CP. Vraiment, si on a un bon cadre de classe, que les règles ont été posées, mais en fait, ça marche même en maternelle, parce que quand on y pense, en maternelle, quand ils ont leur plateau Montessori, eh ben, ils sont capables d'aller chercher l'atelier qu'ils veulent, de l'utiliser tout seul, de le ranger, de le replacer. Eh ben, en fait, ils sont capables, ils sont pas moins capables en CP. Il faut juste voilà, l'entraîner explicitement, c'est-à-dire que vraiment poser des règles, accorder en début d'année du temps pour comment je prends du matériel, à quel temps, quitte à mettre l'emploi du temps de la journée au tableau et mettre un symbole. Là, vous avez le droit de prendre le matériel de maths, par exemple. Mhm. Mais c'est tout à fait faisable aussi avec les plus jeunes, hein. Et ça, pour le Oui, et coup, puis c'est très cool. de façon très basique, c'est quelque chose qu'on leur apprend généralement très jeune à se référer aux affichages de la classe, par exemple, quand ils ont oublié quelque chose, ou à aller réutiliser le matériel qu'ils ont utilisé pendant la phase d'entraînement avant une évaluation pour se remettre les choses en mémoire. Ce genre de choses, on le fait très jeune, en fait. D'ailleurs, un petit coucou à EduMove, hein, qui font de belles affiches quand même, qui fait de belles affiches Ouais, c'est vrai. pour le cycle 2 et le cycle 3. Et effectivement, elles sont présentes dans ma Moi, classe. Je ne sais celle pas avec si les vous tableaux de aussi. numération, les tableaux de conversion, ils ont tout le temps. Mais je les Ouais, vois se lever même elle pour est aller top chercher le celle-ci. tableau et le copier, hein. Ils l'aiment Mm. beaucoup. Ouais, Et celle-ci. la frise, mais bon, c'est la frise historique, mais je les vois parfois, hop, ils ont une date, ils vont aller regarder sur la frise. Ah oui, Ouais. ça correspond à ça, on a dit tout ça. Je les vois se lever aussi pour aller à cette frise, Et, les classes de mots, tout. et toi, Je les aime bien. Charlène, tu disais aussi que pour différencier, il fallait aussi prendre quelques petites habitudes de travail dans la classe, en fait. Oui, parce qu'en fait, plutôt que de prendre les choses en se disant, bon, alors là, c'est sur cette thématique-là, comment je peux la différencier, celle-ci, puis pour la deuxième séance, et celle-là, comment je la différencie. Il y a plein de petites choses, en fait, si c'est un mode de fonctionnement dans la classe, ça facilite la vie, vraiment, ça va beaucoup plus facilement. Alors, il y a une crainte qui est parfois celle de la stigmatisation, c'est-à-dire que oh là là, lui, je lui ai donné un support différencié ou je l'ai pris en groupe de besoin, les autres, ils vont se moquer, tout ça. Ça dépend vraiment en fait de l'ambiance de classe qu'on va créer et de l'explicitation, on va dire, du contrat qui est entre les élèves et nous, et puis des élèves entre eux, c'est-à-dire qu'on est en classe, on est dans un collectif et que tout le monde, chaque individu doit avoir le droit de progresser et que du coup, parfois, ça nécessitera que ponctuellement, pour un élève ou pour un autre, il y ait des choses qui ne soient pas comme on va dire, enfin, qui soient une tâche un peu adaptée et que voilà, ça, c'est tout à fait normal et c'est dans le fonctionnement ordinaire d'une classe. C'est pas parce que cet élève-là est en grosse difficulté, en fait, c'est que c'est pareil dans toutes les classes et ça devrait l'être en tout cas, et c'est valable pour n'importe quel élève, puisqu'un élève très bon peut rencontrer une difficulté à un moment donné ou à un autre. Déjà ça, en fait, juste pour Mhm. dire les choses, parce qu'en fait, ils sont pas bêtes, ils ont bien vu que lui et lui et lui, depuis le CP, la lecture, c'est galère, et que lui et lui, en maths, ils tapent systématiquement à côté. D'ailleurs, ils parlent plus en maths, comme ça, personne n'est dupe. Non, mais ça, quand on arrive avec des cycles 3, tout le monde est très clairement identifié, hein. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, il vaut mieux pas essayer de cacher tout ça. Il faut dire Mhm. clairement que voilà, la différenciation, c'est de l'ordre du fonctionnement normal de l'école et de la classe. Donc ça, on s'évite quand même pas mal de remarques parce que ah mais lui parce que j'ai eu ça en début de carrière, ah, mais lui son exercice il est plus facile, ouais, pourquoi lui il a le droit d'écrire qu'un mot et moi je dois copier toute la phrase, Mhm. oh là là il a trop de chance, lui c'est un Ouais, bah, ça coloriage, nous est certainement tous arrivé, voilà. hein. Enfin, moi Ah aussi, ouais, ça Thomas, je c'est suppose aussi, fatigant. mais Ah oui, mais tout le temps.
Donc, on le dit tout de suite, voilà, on cadre tout de suite. Et en général, si on a été assez ferme aussi, hein, quand même, sans être agressif, hein, mais dire clairement, c'est normal, quoi. Et ce sera comme ça, et c'est même pas discutable, c'est le fonctionnement de la classe. Oui. Quand on prépare ses supports ou quand on les choisit, essayer de choisir des supports qui sont épurés. Alors, je trouve que les éditeurs ont fait un gros boulot là-dessus, hein. On ne se retrouve plus quand même avec des livres d'exercices façon Bled ou Becherel. Alors, les anciens, hein, parce qu'eux aussi ont fait des progrès dans leurs nouvelles éditions. Mais je me rappelle ces vieux livres où on avait un exercice qui tenait sur 2 lignes, écrit en caractère 10 avec à peine des trous. Et voilà, ça, il ne faut pas. Et du coup, faire attention, par contre, sur les blogs, souvent, on a des polices bizarres. Ouais, des polices bizarres, des licornes, des paillettes. Je parle souvent des licornes et des paillettes, mais voilà, on a vu des petites fleurs. Des paillettes dans les yeux, hein, non, c'est voilà, pas ça. ouais, mais du coup, oui, ils auront des paillettes plein les yeux, puis ils n'arrivent plus à lire le document. Donc, ça marche pas bien. Et du coup, le faire pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé tout le temps de mettre une police 10. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé ce type de police. Par contre, de prendre l'habitude d'avoir un interlignage qui est plus grand, on peut écarter un petit peu la distance entre les caractères, donc entre les lettres. Voilà, on se fait son petit truc sur Word, on met ça en mode normal, hein. Je ne sais pas si vous savez utiliser les styles, sinon il faut le chercher sur Internet, c'est pas trop difficile. Mais on fait quelque chose d'épuré, lisible, pas trop de petits dessins inutiles, de fioritures, de polices d'écriture bizarres, parce que ça fait joli. Et ça, en fait, si on le fait comme ça, pour tout le monde, ben, c'est très bien. Et on n'a pas besoin de faire un support spécial 10 pour les élèves dyslexiques. Oui. Donc voilà, ça fait gagner du temps aussi. Quand on passe les consignes, il faut vraiment qu'elles soient claires, qu'elles soient aussi simples que possible. Donc c'est souvent dans les premières années, les PEMF, les formateurs embêtent beaucoup les stagiaires en disant écris ta consigne. C'est peut-être l'un des conseils que je trouvais les plus utiles à la limite, parce que vraiment, parfois, au moment où on l'explique, on voit la tête des élèves, on se dit ah ouais, là, j'ai pas été claire du tout. Mais au début, en début de carrière, moi, je ne m'en rendais pas forcément compte. C'est plutôt le formateur qui me disait, mais en fait, là, tu as vu que c'est pas passé. Bah oui, j'ai vu quand en fait, ils étaient dans l'exercice et que tout le monde s'est planté. Donc, c'est bien aussi dans sa tête de faire le cheminement, mais mentalement, qu'est-ce que ça va leur demander? Quelle étape ils vont faire? Puis quelle autre? De bien tout décortiquer pour l'expliciter avec eux. C'est-à-dire que tu fais des belles fiches de prep, quoi. Non. Ah mince, je me suis dit ça va nous dire oui, quoi, et non, et voilà. Non, non, mais franchement, je suis comme tout le monde, hein. Déjà, j'aime pas faire des fiches de prep, mais je me suis quand même beaucoup intéressée à cette question, effectivement. Et quand je prépare, je fais quand même beaucoup dans ma tête parce que je fais mes supports. Donc déjà, là, j'ai un peu ralenti le rythme sur mes propres supports, mais pendant des années, là, pendant 7-8 ans, je faisais vraiment mes supports à moi. Donc, je savais très clairement quelle était la consigne. Et au moment de l'écrire, déjà, j'avais réfléchi à comment j'allais la dire. C'est aussi un gros travail de didactique, c'est-à-dire que il y a ce début de carrière peut-être ou ce moment où on change de niveau, on va un peu s'appuyer sur ce qui existe, on va suivre le guide du maître, mais c'est quand même vachement important d'avoir des connaissances en didactique assez solides pour pouvoir justement être très clair quand on explique. J'aimais pas la didactique. Très au clair aussi. Bah ouais, mais ça aide bien quand même. J'ai toujours préféré la pédagogie et la didactique. Bah, un peu des deux, ça fait pas de mal. Après, il y a des guides pédagogiques. D'accord. Moi, je suis neutre. T'es neutre. T'es au milieu. De Rémi Brissot, parce que justement, il y a cet encadré didactique qui va nous aider à être au clair. On ne va pas être juste dans de la tâche, dans de l'activité. On est au clair aussi sur qu'est-ce que ça sous-tend l'activité qu'on demande à l'élève, où est-ce qu'on veut aller, etc. Et ça, c'est super important. Mais ça prend du temps, hein. Je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser si on n'est pas au clair sur toutes les matières dès la première année. Oui, mais je vais rebondir sur ce que tu dis, Charlène, parce que justement, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'avoir de la maîtrise en didactique, parce que justement, plus tu développes tes compétences didactiques dans un domaine,
plus ton arsenal pédagogique s'étend en fait. Et les activités que tu vas pouvoir proposer aux élèves vont être de plus en plus variées. Donc, quand tu vas rencontrer un problème pour un élève ou un groupe d'élèves, bah, tu vas avoir à ta disposition plus d'exercices, plus d'activités, plus de façons de faire à leur proposer. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. Alors, bien sûr, on ne peut pas commencer sa carrière en étant un as de la didactique, des mathématiques, du français, de la lecture, je ne sais quoi. Mais plus on avance dans sa carrière et plus on étoffe son arsenal. C'est pas qu'on va forcément changer sa façon de faire au départ. On va pas dire, tiens, maintenant, je vais plus faire que de l'enseignement explicite. Mais par contre, bah oui, je comprends comment ça fonctionne l'enseignement explicite et du coup, je peux l'utiliser quand c'est nécessaire avec les élèves en difficulté, par exemple. Et, et toi qui es bien lancé là, Thomas, quel support varié on peut proposer pour différencier? Ah, ça dépend des outils que tu as dans ta classe. Après, faut faire avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Mais moi, j'ai plutôt tendance à me reposer sur le numérique. Donc, comme on a des tablettes en classe, qu'elles sont en accès libre, j'ai mis beaucoup de ressources bien triées sur OneNote. Et bah, du coup, les élèves sont assez autonomes pour aller s'y référer. Oui, Et pareil, tout ce qui est exercice d'entraînement, tout ça, c'est à disposition des élèves, que ce soit au format numérique d'ailleurs ou dans des classeurs, hein. oui, oui. Et toi, Charlène, Oui, du coup, parce c'est dans que les toutes les classeurs? classes ne sont pas équipées. Bah, j'ai un tout petit peu de numérique quand je partage la connexion de mon téléphone, puisqu'on n'a plus Internet, enfin, on n'a plus de Wi-Fi depuis octobre, je crois. Ah oui, sympa. Non, j'ai un petit peu, mais ben, c'est souvent mes outils, hein, ou des choses récupérées. J'ai des vieux ordis sur Linux. Alors oui, Linux, c'est très bien, mais il y a plein de sites qui ne marchent pas dessus. Je Ouais. pense à Matero, je suis dégoûtée, hein, mais ça ne passe pas. Alors, il y a peut-être un truc qu'il faudrait que je trouve, mais Ah bon? euh, sur des vieux Linux, a Ah ouais, priori. Alors, je peut-être l'ai sur mis des à vieux jour, Windows. mais il doit manquer Sur un des truc vieux quelque iPads part. aussi, on a le même problème, hein. Ouais, donc je sais pas trop, faut que je regarde. Bon, après, sinon je pique les tablettes aux collègues, mais les mots de passe et tout sont pas enregistrés, alors c'est toujours galère. Ils sont moins autonomes pour le coup. Hmm. Mais bon, on se débrouille comme ça. Après, bah, moi, par exemple, typiquement, là où c'était absolument nécessaire de varier des supports, c'est en lecture. C'est-à-dire, bah, je l'ai dit, hein, des niveaux CP à CM2 en lecture. J'ai pas d'élèves qui dépassent vraiment le niveau CM2 en lecture. Mais donc, quand on a cet arsenal-là, déjà, on ne fait pas une lecture suivie avec toute la classe. Voilà, c'est juste pas possible. Mais du coup, on doit se rappeler, bah, en fait, tout ce qui se cache derrière la lecture. Bah, il y a la compréhension, il y a le décodage. Donc, on se retrouve quand même à analyser les choses séparées. Il y a les élèves qui ont tout, et c'est super. Du coup, on peut travailler tout ça en combiné, bah, justement, en tâche complexe. Je lis un livre tout seul, je sais le comprendre, je sais transmettre ce que j'ai compris et même le rédiger. Et là, on a l'élève qui a tout à la fin du CM2 et c'est super. Mais parfois, ben, voilà, les élèves qui ont de la difficulté en lecture, ils ne sont pas nécessairement mauvais en compréhension. D'ailleurs, en l'occurrence, là, cette année, moi, j'ai des élèves très, très bons en compréhension. Je fais mon petit rituel le matin, lecture, enfin, c'est moi qui lis, et eux ont que des tâches de compréhension, et on se rend compte qu'ils développent leur compréhension, même si ce n'est pas eux qui lisent. Et donc, il ne faut vraiment pas l'oublier, ça, et en proposant des supports variés comme des audios, hein, des enregistrements audio, on n'a pas besoin d'une tablette, hein, un petit lecteur MP3, ça coûte un peu moins cher, et ça permet d'en avoir un, alors peut-être pas un par élève, mais si on fonctionne en atelier, on peut en avoir au moins pour un tiers de la classe. Mhm. Il y a les jeux, parce qu'il y a des élèves qui, dans le jeu, vont mémoriser plus facilement que s'ils devaient apprendre typiquement leur table de multiplication. Depuis que j'ai eu des CE2, donc j'ai dû vraiment galérer avec ça. Mais j'ai arrêté de les faire apprendre à la maison parce qu'en fait, si le parent était à fond derrière et le harcelait et au petit-déj, au milieu de tes céréales, et puis à midi, et puis le soir, bon, bah, il les savait. Puis les autres, ils ne les savaient pas. Et je fais quoi? Je punis les parents, c'est pas possible. Enfin, et le gamin, au bout d'un moment, je ne vais pas lui faire apprendre à coup de punition, hein, ça ne marchera pas. Donc le jeu marchait très très bien là-dessus. Et pareil, dans un atelier, j'ai fait soit des matinées jeux, hein, avec des objectifs d'apprentissage ciblés et explicites, soit là, plutôt avec les cycles 3, j'ai toujours dans mes ateliers mathématiques, il y a un atelier jeu qui vise justement la mémorisation et l'automatisation de certaines opérations, hein, et ça Ouais. marche bien aussi. Et on peut aussi, et puis
enfin aussi, je dis aussi, mais principalement et souvent au début même, mettre en place des groupes de besoins assez régulièrement en fonction de ces besoins justement et des besoins euh, des élèves. Moi, j'ai la chance cette année qu'on ait dans l'école plus de maîtres que de classe, je ne sais plus comment ça s'appelle, PQ. PDM-QDC. Voilà, c'est un acronyme possible. Enfin, bref. Et donc, du coup, voilà, je peux lui faire des petits groupes de besoins et elle part avec ses 6 élèves dans une salle pour travailler un point précis plusieurs fois dans la semaine. Je crois que je l'ai presque 4 fois. Donc, Wow, le on n'a confort. pas de AESH. Le luxe même. On n'a pas Moi, de j'ai 1 AESH heure qui. par semaine. Alors, attends. Des fois, je ne la vois pas pendant un mois quand il y a des profs absents ou il y a des problèmes pour Ah remplacer oui, ou allez. quand il y a les réunions, là, Ça, c'est moins l'équipe cool. éducative et ça. Mais quand j'ai la chance de la voir, par exemple, je l'ai eu hier et aujourd'hui, là, c'est vraiment génial. Moi, j'ai envoyé 2 petits groupes Ouais, de c'est 6 sur confortable, des ça. thèmes bien précis pour travailler avec. Donc, c'est génial. En plus, on a des petites salles à côté où on peut mettre. On a la chance d'avoir dans nos locaux des petites salles entre 2 classes, en fait, où on peut mettre Oui, un petit groupe de 6, pas plus, quoi, mais c'est déjà bien. Et c'est vrai que c'est une c'est bien chance. assez, oui. C'est vrai que les jours où je ne l'ai pas, bon, tant pis, quoi, mais les jours où je l'ai, j'en profite. Des fois, aller avec moi dans la classe pour aider, prendre un petit groupe ou gérer, par exemple, les élèves qui sont en autonomie pendant que moi, je prends mon petit groupe au cours rassemblement en fonction des besoins et des envies. Et puis, des fois, effectivement, elle vient dans la classe et puis elle repart avec 5-6 élèves pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça, c'est vraiment c'est le bonheur. Mais après, comme tu disais, enfin, comme on peut faire sinon, c'est voilà, prendre ce petit groupe de besoins dans un coin de la classe, dans une table, et effectivement, Oui, demander aux autres d'être autonomes, d'être silencieux. parfois, Après, c'est pas plus compliqué non. que donner un exercice à sa classe et prendre le groupe de besoins avec soi, au fond, devant, selon la disposition de la classe. Il faut avoir pensé cet aménagement, hein. Tu parlais de classe flexible, mais c'est vrai que de toutes ces pratiques dont on parle, va découler des besoins en termes d'espace, et là, on aménagera sa classe. Mais d'abord, on va penser à comment on va faire en termes d'enseignement, puis après, on aménage. Oui, bah, c'est Je ce que je reviens à mon disais sujet. avec Mais, mais du coup, on peut prendre ce groupe d'élèves et faire l'exercice avec eux, c'est-à-dire faire un petit rappel, attends, mais comment on va faire? Et donc, on fait ce cheminement que font les élèves qui sont déjà dans la tâche. Comment on va faire? Quelles ressources je vais trouver? OK, tiens, on va essayer de faire la première. Toi, explique-nous, là, quel est ton cheminement. Donc, toutes tes pensées, tu les dis à voix haute, et puis on fait passer sur, puis on leur dit, quand vous sentez que c'est bon, vous retournez à votre place, et puis vous allez faire votre avec les autres. Et parfois, on voit même que il y en avait un, c'était, bon, on le sentait moyennement, il était un petit peu fragile, mais pas plus. Celui-là, il sera parti assez tôt parce qu'en fait, il s'est senti vite en confiance et ah oui, c'est bon, j'ai compris l'exercice. Et puis, il y en a peut-être, on fera tout l'exercice à côté d'eux, mais du coup, ils auront pu quand même s'entraîner. On aura un peu fait l'AESH en quelque sorte, mais sur un temps très délimité pour un élève qui n'est pas porteur de handicap pour le coup. Juste, voilà, sur cet exercice-là, on l'aura aidé. Et ça ne Ouais. demande pas de préparation. Et après, après, Pas de c'est plus correction facile. plus. Oui, c'est plus facile aussi quand on a des petits effectifs, forcément, parce que quand on a des gros, c'est plus facile, ou des grandes classes où on peut vraiment s'isoler un petit peu. Toi, Thomas, aussi en double niveau, tu essayes de faire des groupes de besoins et d'alterner aussi peut-être entre les 2 niveaux. Moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas beaucoup d'élèves dans ma classe. Tu en as combien Donc déjà? là, cette année, j'en ai 18. J'arrête l'émission, je m'en vais. Je Ouais, pose mais mon c'est casque. parce que j'ai plus les CE2, c'est pour ça. Avant, j'en avais plus. Et 31, Non, non, j'en non, peux mais plus. Bref, c'est vas-y. du luxe. C'est du luxe parce que du coup, tu peux te permettre de passer du temps avec, Ah bah oui, je vais pas dire chaque élève, mais pas loin. avec les élèves qui ont besoin que tu passes du temps avec eux. Donc, si tu as besoin de réexpliquer un point de la leçon de façon individuelle ou en tout petit groupe, ça pose aucun problème. En plus, du coup, la classe est grande. Trouver une table libre pour s'installer et Ouais. travailler comme ça se fait assez facilement. Mais Après, je l'ai fait dans des classes à 28, hein. Oui, non, mais on l'a tous fait, mais Par c'est vrai contre, que oui, parfois, mais ça demande de, par exemple, d'avoir anticipé que ça va être dans ce coin-là. Il y a des élèves à cette table. Donc, avant de commencer, on va dire, les élèves de cette table-là,
vous vous levez, machin, bidule, truc, chose, Faites vous allez place. vous mettre là-bas et vous prenez leur place. C'est une organisation parce qu'on a plus chaud, parce qu'on est dans une petite classe avec beaucoup d'élèves. Mais ça se fait quand même. Hein. C'est pas. T'as une C'est petite Là, classe, ça toi, demande un Charlène? peu de gymnastique, quoi. T'as une petite classe, Non, toi? franchement, j'ai une classe correcte parce que j'ai quand même une table qui est pas beaucoup occupée finalement, à part pour ces groupes de besoins, que je réfléchis même peut-être à la supprimer et à utiliser les aides-tools et ces trucs-là Ouais. pour s'installer au fond. Mais là, hier, par exemple, on avait quand même des enseignants malades, tout ça. On était 29 et ça rentrait encore. Donc, Ouais, ça. C'est vrai que toi, Thomas, de 18, c'est vrai que moi, j'imagine, j'aurais 18 élèves dans ma classe gigantesque, là, 70 mètres c'est carrés. vrai que ta classe est géante. Hein. C'est-à-dire que même à 31, tu disais Ouais, j'ai de la place, ouais. Et j'ai même Oh, il y a encore de la place. un Mais gros qu'est-ce coin que rassemblement devant les. C'est vrai. t'enseignes dans un château, en fait. Ah, ça va. Non, c'est un vieil hôpital, enfin, une espèce de. Ouais, un truc, un vieil. Enfin, c'est très, très vieux, hein. Vieil hôpital qui a été. Bon, ça a son charme, par contre, c'est Truc beau. religieux, oui, bah après, il y a une église en plein milieu, enfin au milieu, quoi, donc forcément. Mais c'était une sorte d'hôpital, église, où il y avait des sœurs, etc. Enfin bon, voilà, bref, toujours est-il que. Et encore, je suis dans le grenier. Parce que. Non, mais vous plaisantez. Je suis dans le grenier tout en haut, et troisième étage, et c'est le grenier parce que. Et après, il n'y a rien au-dessus, hein, j'ai juste les toits, c'est pour ça que j'ai très très chaud l'été. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, j'ai beaucoup de surface, et c'est pas. Enfin, à 31, effectivement, j'ai connu 30 dans presque la moitié, quoi. C'était l'horreur, quand on ne pouvait pas se déplacer. Enfin, là, Ah ouais, c'est. le bien-être à l'école, après, il en prend un coup. Et effectivement, comme tu dis, après, enfin, comme vous dites aussi, pour faire des groupes de besoins et avoir un espace dedans, c'est pratiquement impossible. Et c'est vrai que, et ça, on pourra toujours, on pourra y faire. Hein. Il y aura des classes à 18, il y aura des classes à 31. Oui, oui. Et après, effectivement, on va se dire qu'on a 31 et que c'est plus difficile à différencier. Et on peut l'entendre aussi, C'est surtout effectivement. l'identification des besoins est plus dure. Aussi, oui, bah oui, parce que ça fait des plus Ouais, gros ouais, groupes. ouais. Mais toi, Thomas, du coup, tu peux prendre des petits groupes sympas et puis d'autres en autonomie. C'est vrai que ça peut être. Et puis moi, j'ai bien aimé aussi CM1, CM2. C'est vrai que c'était un double niveau Ça fonctionne bien qui est vraiment ensemble, sympa. les Ouais. CM1. Et puis, ils sont assez grands pour être généralement un petit peu autonomes. Donc, Sinon, ils apprennent vite, même quand ils ne le sont pas au ouais, départ. ouais, ouais, ouais. Non, je sais, je sais. Mais ouais, c'est des groupes qui fonctionnent bien ensemble. C'est justement pour ça que c'était si compliqué d'avoir des CE2 avec, en fait. Parce qu'au final, quand j'avais des CE2 avec les CM, finalement, je fonctionnais presque comme un double niveau avec les CE2 d'un côté et les CM de l'autre. Ouais. Donc, Et, la différenciation était beaucoup plus compliquée à ce moment-là. et, euh, et pour Du coup, il finir sur restait deux habitudes. Je peux les glisser. comment? Il me restait deux petites habitudes de travail à Ah oui, proposer. pardon, excuse-moi. Je, Ah bah oui, je, me coupe pas je voulais quand même. passer Hein. aux APC, mais vas-y, finis, Et ben Charlène. c'était ça l'idée. Ah Donc bah ça tu va. vois, eh ben, on s'est Ben compris, oui, tu tu vois, suis. même. Tiens, et je voulais. Alors, quand même, d'abord les tâches Juste complexes, avant, parce que vas-y. ça, parfois, on a tendance à se dire, oh là là, pareil, et de toute façon, les accords dans le groupe nominal, dans les exercices, c'était une catastrophe, donc on va refaire des exercices. Donc, au bout d'un moment, la leçon, de toute façon, ils la connaissent, ils sont capables de l'expliciter. Donc, l'entraînement, il peut aussi très bien se faire dans des tâches complexes. Et là où on va y gagner, c'est que des tâches complexes, typiquement production d'écrit, c'est très facilement différenciable avec très peu de coûts pour l'enseignant, là encore. C'est-à-dire que j'ai des élèves pour qui l'objectif, ça va être de faire des phrases complètes et syntaxiquement justes et d'en faire peut-être un peu moins, 4-5. Lui, eh ben, il sait en faire une dizaine, donc je vais le faire travailler sur les mots de liaison et ça ne coûte pas grand-chose. Si ce n'est un suivi quand même, donc peut-être qu'il faut un tableau ou quelque chose, se lister quelques objectifs en production d'écrit, se dire bah, ça c'est bon pour lui, ça va être l'objectif pour lui. Mais du coup, en termes de préparation et en termes de correction, c'est pas du travail en plus. C'est autant de travail que si on avait donné une fiche d'exercice à tous la même finalement. Ouais. Mais du coup, chacun progressera à son rythme en fonction de ce dont il est capable. Donc ça marche bien. Et il ne faut pas toujours attendre et se dire s'il n'a pas compris, il n'a pas réussi parfaitement la tâche complètement décortiquée, quand on va aller dans le complexe, tout va s'effondrer. Bah, peut-être qu'au début, ça va être dur, mais en fait, finalement, il progresse et il progresse même très bien.
Mhm. Et l'autre idée, c'est l'APC, parce que souvent, on utilise l'APC en remédiation. Ah bah lui, voilà, il a pas du tout compris le système de numération, donc on va tout reprendre. Mais Ouais. parfois, c'est aussi intéressant, surtout des élèves qui sont fréquemment en difficulté, d'anticiper, de savoir, dans 2 semaines, je vais attaquer les fractions, et bien avec ce groupe-là, je vais prendre un peu d'avance. Et c'est pas grave, au moins, ils sauront des choses, et pendant qu'on fait la séance, ça va être fluide pour eux, ils vont comprendre, ils vont consolider déjà là où les autres sont encore dans la découverte. Et du coup, justement, on disait augmenter le temps, c'est une façon d'augmenter le temps, mais avant la séance, pour que ça se déroule mieux en classe. Non, mais ça, c'est une très, très bonne idée. C'est ce qu'on essaye de dire aussi, de faire un peu sur le modèle, on va dire, de la classe inversée, où ils découvrent un peu le cours pour savoir où ils en sont avant. Et effectivement, de ne pas attendre de faire que de l'APC de remédiation, mais faire de l'APC, comme tu dis, en prérequis. Et comme ça, quand tu attaques, ils ne se sentent pas largués, ils sont dans le coup direct, et puis tu les rattaches un peu à ce que tu veux faire, quoi. Tu fais aussi ça, Thomas, non? Alors, pas du tout, parce que dans notre école, on a choisi de. Non, mais c'est un choix d'établissement, hein. La PC, en fait, est entièrement dédiée au projet d'école, en fait. Donc, D'accord. Et c'est on Ça quoi n'a peut pas être chouette d'atelier de aussi. remédiation. Voilà. Bah, Donc, ça concerne absolument toute l'école. ah oui, parce que nous, on a ça aussi pour les petites classes. Moi, perso, je fais pas enfin, si, je fais de l'APC, mais je fais pas de l'APC boulot. Ouais. Je fais des échecs et puis Web TV pour l'instant. Donc, vous voyez, c'est pas trop, c'est pas trop de la remédiation et des fractions. Mais on trouvait ça Est-ce que tu as important. entendu parler des fondamentaux? Allez, t'arrêtes, s'il te plaît, quoi. Enfin, moi, je trouvais intéressant aussi que le temps du midi, parce qu'on fait ça sur le midi ou autre, se voir dans un autre cadre pour faire autre chose que de bouffer toujours du français ou des maths, ça pouvait être aussi sympa et C'est vrai. libérateur. Ça, Et on a un peu perdu avec les dernières consignes, hein, malheureusement. ouais, tu vois, je sais pas si c'est le fait d'être dans le privé ou pas, mais on a la liberté de. Après, à Non, puis contrario, j'ai parfois, des. ça passe si justement tu crées un lien avec le français ou les maths. Oui, mais Dans le public, en tout cas, ça passe. Donc, ouais. typiquement, si on a un journal d'école, par exemple, très bien, c'est du français. Mais à Ça côté, je passe. vois ma collègue en CE2, tu vois, qui les prend tous les midis, un quart d'heure, 20 minutes, plusieurs élèves différents pour revoir, revoir, revoir. Après, c'était la génération CP Covid, donc c'est un peu compliqué. Ouais. C'est CE2 cette année. Je ne sais pas vous dans vos écoles, les CE2, mais toujours est-il que oui, après, nous, peut-être c'est la liberté, on va dire, du privé de pouvoir choisir ses APC, et puis je pense qu'on l'a justifié que. Enfin, quand on dit on va faire des échecs, on fait des maths, on fait des trucs, on fait du Oui, français. c'est Quand on ça. fait quand on fait de la web TV, on écrit des textes, on parle à l'oral devant les autres, on travaille quand même des compétences C'est ça. Mais donc Bah, en fait, il n'y a pas de. Après, c'est différent et ils aiment bien. C'est pas le même rapport. Enfin, ça change un peu, ça les libère aussi. On les voit sous un autre ouais. angle et je trouve ça important aussi. Mais c'est vrai que la PC, effectivement, est un temps où, comme tu dis, on peut vraiment travailler en groupe de besoin. Et là, sans avoir, comme tu dis, le regard des autres et les problèmes de gestion de classe de l'autre groupe qui est avec nous, mais qu'on ne veut pas forcément avec nous à ce moment-là. Et qui doit être, on va dire, sage ou voilà, ne pas trop nous déranger pour qu'on Autonome, puisse en tout suivre cas. ceux qui ont plus besoin de nous, quoi. Et c'est quoi le projet, Thomas? Parce que ça me questionne, du coup, vous faites quoi pour les Alors, écoles? on travaille sur l'éducation à la relation. D'accord. Donc, beaucoup de jeux coopératifs, ce genre de choses. Ouais, Pas mal d'outils de résolution de conflits, parce que mine de rien, les disputes à la récréation, ouais. ça tourne toujours un peu au milieu des mêmes trucs, autour des mêmes trucs, et du coup, c'est bien que les élèves aient des outils pour régler les petits problèmes un peu tout seuls. Et on a un deuxième axe sur l'attention à l'école avec le programme Atoll. Ah oui, Atoll, tu en avais parlé, je crois, la dernière fois. Mais c'est assez chouette, ouais. Hmm. Faut trouver le temps. Mais du coup, en APC, ça marche bien. Bah, Je du Ouais. trouve que coup, c'est une voilà, on très a une bonne heure idée. par semaine. Voilà. Non, Parce que c'est moi, j'ai bien, pas réussi à la caler l'heure par semaine. hein. Ouais, Ça ouais, rentrait bah, pas. Passons maintenant aux outils. Alors, quels outils on peut utiliser? Moi, je pense qu'au début, et c'est vrai qu'on peut conseiller à pas mal
de jeunes pour essayer au début de différencier quand on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais comme tu disais, Thomas, tout à l'heure, avec la difficulté de la tâche, la longueur, le temps, etc., on pouvait utiliser une feuille de route. Hein, une feuille de route, c'est assez simple. Hein, il suffit d'avoir le même format pour tout le monde et les mêmes activités, mais l'ordre des tâches ou la longueur des tâches ou le temps pour effectuer une tâche est différent en fonction des élèves. On leur laisse le choix de choisir l'ordre et effectivement, l'objectif est de motiver les élèves. Donc ça, c'est vrai que c'est une feuille de route basique, parfois appelée plan de travail par beaucoup Tort. À tort. à tort par beaucoup de collègues. J'ai arrêté de me battre. Je me suis beaucoup battu. Avec Delphine, Tablette et Pirouette, on en rigole souvent de voir, et on s'envoie souvent des stories ou des photos de beaux plans de travail qui sont de 5 feuilles de route. Mais c'est bien. J'avais une stagiaire en PES il y a 2 ans qui a dit je vais faire des plans de travail. Donc, c'était une feuille de route et je lui ai rien dit. Je lui ai dit écoute, c'est bien, fais tes plans de travail. Non, mais elle différenciait, c'était sur quoi. Oui, et puis c'est le premier pas. Voilà, c'est-à-dire que même pour l'enseigner, c'est le premier pas. Et puis petit à petit, voilà, on va lâcher un peu de lest, on va créer plus de liberté et d'autonomie. Vas-y, je te laisse enchaîner parce que. Mais je voulais juste dire, je voulais pas la casser en disant, mais non, c'est pas un plan de travail, c'est une feuille de route, tu peux pas appeler ça un chat. Voilà, bref. Non, voilà. Et effectivement, après, on peut aller un peu plus loin, comme tu disais, Charlène, avec le contrat de travail, où on adapte la nature des activités à chaque élève. Il faut, après, c'est un peu plus de mise en place, un peu plus chronophage, bien sûr, avec les tableaux de suivi, etc., des matrices communes, à préparer à l'avance. Tout ça pour en venir après aux ceintures, hein, vous avez compris le cheminement. Et ça permet d'individualiser ça, le contrat de travail. Effectivement, le contrat de travail, c'est plus individuel. Donc là, on sort un peu, comme on disait tout à l'heure, de la différenciation de classe, hein, si on individualise. Et après, on peut aller vers le vrai plan de travail, où en fait, le plan de travail, ce n'est pas l'enseignant qui va le construire, même s'il va le guider. Ça va être l'élève. Et là, du coup, il va vraiment s'investir à 100% dans son travail. Il va prendre en main sa scolarité, on pourrait me dire. Il va devenir responsable responsable en chef de ses apprentissages. Et il va pouvoir ajouter en plus des tâches qu'on va lui proposer, des projets personnels ou d'autres activités qu'on peut avoir dans la classe. Ça, Thomas en parlera après parce qu'il utilise beaucoup aussi les projets comme ça. Et voilà, nous, on va être là quand même pour les aider, les guider pour choisir. Et bien sûr, on va construire une matrice, mais ça, je l'ai déjà dit pour le contrat de travail. Et on va essayer d'adapter au mieux à chaque élève le parcours. Tout ça pour venir effectivement à un outil que j'apprécie, qu'on apprécie tous, je crois. Ce sont les ceintures de compétences. Alors, il y en a pléthore des ceintures de compétences. Il y a différents, on va dire, façon de voir aussi les choses dans les ceintures de compétences. On connaît PIDAPI, on connaît les ceintures que Delphine Charivari a proposées. Peut-être connaissez-vous aussi les nôtres, des ceintures de compétences que je mettrai dans la description si vous voulez aller voir notre matrice commune qu'on appelle référentiel, justement, et qui est un outil qui nous a demandé beaucoup de préparation et beaucoup de travail. Comme on disait tout à l'heure, beaucoup de choses à mettre en place au départ en amont, mais après, on en voit effectivement les fruits à travers la mise en place de ces outils dans la classe et la progression des élèves. Et donc, ces 3 outils, plan de travail, contrat de travail et feuille de route, contrat de travail et plan de travail. Après, on n'est pas obligé d'utiliser les ceintures, hein, et utiliser des feuilles de route aussi. Hein. Mais pour faire un vrai plan de travail, effectivement, il faut une matrice commune. C'est pratique. Alors, non, mais c'est voilà, pratique. C'est pratique. Après, parce que on peut. Matrice commune va souvent ressembler à des ceintures, quoi. Oui, mais on peut avoir un plan de travail et utiliser des manuels. Mais il faut apprendre aux élèves à aller piocher dans le manuel. C'est-à-dire qu'on va avoir la liste des compétences et donc il faut qu'ils sachent trouver dans le sommaire la compétence qui correspond. Souvent, on a les PIDAPI, ce genre de choses, c'est tout clé en main, donc c'est facile.
Avec un manuel, ça va quand même demander un boulot, c'est-à-dire de lister les Ouais. compétences, de faire le rapport avec les supports et pour chaque compétence, identifier où est-ce qu'il va trouver la leçon, les Aussi, oui. exercices. C'est plus chronophage, hein, de partir comme ça. C'est C'est possible, plus mais chronophage. ça Et prend ce du temps. qu'on avait essayé, nous, de faire, si je parle en notre nom, Thomas, c'est justement de ne Ouais, pas ouais. faire seulement un listing de compétences, quoi. On ne voulait pas. Mais, euh, mais vous les avez ordonnés, c'est ça? Enfin, vous les Bah, avez on les a classés en... ordonnés et c'était un peu cyclique, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque ceinture, on essayait de revoir, de revenir sur Oui, les de recréer du lien. compétences. On n'avait pas une Parce que progression en difficulté, mais en complexité, en c'est ça, fait. c'était plutôt Oui, ouais, ouais. monter en Et je crois que complexité. Charivari insiste aussi pas mal sur cet élément-là, c'est qu'il ne faut pas que, Ça soit un typiquement, les listing de ceintures qui ne compétences. marchent pas, ce Non, serait de faire la ceinture blanche le présent, des verbes du premier groupe et des verbes irréguliers, puis ceinture jaune le présent des juste verbes du du deuxième deuxième groupe, groupe, sans puis revenir sur ceux du premier, quoi. voilà, et puis ceinture orange, si je ne me trompe pas, mettre l'imparfait, et du coup le présent n'en parle plus. C'est Et ça. du coup, petit à petit, enfin, déjà, il n'y a pas il y a aucun rapport, on va dire, de difficulté. Enfin, entre le présent des Alors, verbes surtout que du l'imparfait premier est plus groupe, facile du que le présent, deuxième, hein, voilà, ça n'a pas de sens largement. déjà. Clairement, c'est plus simple. Mm. Mais en plus, du coup, c'est contre-productif dans le sens où il n'y a pas ce côté révision et puis euh, progressivité dans la difficulté. Enfin voilà, Après, ça, c'est des choses qu'on voit des fois sur je des sais que tentatives de ouais, ceinture. les ceintures peuvent faire peur aussi parce que, comme tu disais, c'est très chronophage. Au début, il faut quand même voilà, beaucoup de travail. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, pour commencer la différenciation, l'outil de base, c'est quand même la feuille de route, quoi. Vous êtes d'accord, Ah non? bah oui, oui. Ouais. Oui, Thomas? complètement. Ah oui. Hein. Complètement. Et puis, faut pas se mettre la pression dans le sens je vais fonctionner qu'en feuille de route. On peut se dire, eh ben, le vendredi, souvent, c'est un temps où l'attention des Mm. élèves est un peu en chute, hein, ou jeudi, vendredi, parce qu'après le mercredi, des fois, la coupure n'a pas fait du bien. Se dire, bon, bah voilà, je mets 2 créneaux déjà dans la semaine, je vais tenter comme ça. Ouais. Où je vise un gain d'autonomie de mes élèves. Donc, je vais leur faire leur feuille de route avec les supports qu'on utilise d'habitude. Ça n'a pas besoin d'être des feuilles Exactement. d'exercice spécifiques. Bah, ce sera exercice 3, page 42. Puis, et il n'y a pas de souci, mais le but, c'est que les élèves apprennent à être autonomes là-dessus, ce qui va dégager du temps pour faire des groupes de besoins si besoin. Aussi, oui. Et puis qui peut-être petit à petit va nous permettre, nous, d'être à l'aise avec ce mode de fonctionnement, eux, bah, de devenir aussi autonomes et progressivement de faire gagner en autonomie les élèves pour aller vers contrat de travail, plan de travail. Mm. Et puis peut-être dans 1 ou 2 ans, se lancer dans les ceintures, le temps Mais, d'être sûr de soi, quoi. mais je dis feuille de route pour débuter, mais moi-même, j'y suis un peu revenu avec mon espèce de feuille mixte là, avec un petit côté plutôt plan de travail vide et un côté plutôt feuille de route plutôt guidée. Euh, Mm. et ça me plaît pas mal finalement de mixer les deux. Surtout l'année dernière, enfin, c'était un peu plus compliqué. Et cette année, ça marche un petit peu moins bien, mais ils sont quand même bien aussi là-dedans. Ce petit mixte aussi, ça permet de rassurer aussi, parce que voilà, il y a un truc un peu plus rassurant et sur la feuille de route, quoi. Parce que quand on Mm. se retrouve face à des cases vides, ça peut paraître C'est au ça, et début pour puis on certains a un peu. tout ce qui est présent dans la classe. Alors je prends quoi, je le prends où, Bah, oui, alors de c'est un quoi gros j'ai besoin, travail, hein. identifier son propre besoin en termes d'apprentissage Oui. et ses propres capacités, c'est extrêmement difficile, même en CM1, CM2. Et ça peut se comprendre parce que finalement, nous, quand on est professeur et qu'on se retrouve en inspection ou avec un CPC et qui nous pose une question du type mais comment vous pourriez vous améliorer sur ça? Et qu'on aime, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien, moi. Enfin, et il est là, il Et insiste, il me mais pose cette comment vous question. pourriez progresser? Comment? Et mais on n'en sait rien. Et pourtant, on est adulte quand même. Et parfois, c'est très, très dur de savoir ou quand ils disent qu'est-ce qui était bien, on est là, bon, je sais pas, ça s'est bien passé, ils étaient attentifs. Enfin, on est un Oui. peu bête comme ça, on ne sait pas dire quelles compétences on a utilisées. Donc voilà, même adulte, c'est dur. Donc, il ne faut pas non plus, je pense, être trop alarmé si on a quelques élèves et peut-être même une majorité qui sont quand même en difficulté pour repérer Ah bah non, non, mais c'est leurs acquis, leurs besoins. Enfin, c'est vraiment c'est- très difficile. c'est de l'accompagnement. Et toi, Thomas, à quoi il ressemble ton plan de travail? Mon travail, c'est un peu une usine à gaz parce que
Comme tu as compris, moi, je garde mes élèves pendant des années. Je sais, c'est pour ça que je te lance là-dessus. Ouais, mais à chaque fois, ils me demandent de rajouter un élément, de préciser un truc. Donc, au final, tous les ans, ils se complexifient un petit peu. Ils s'approchent plus de ce que les élèves me demandent, puisque c'est leur outil, donc autant que j'essaie de coller à leurs besoins. Mais en même temps, plus ça va, plus c'est abrupt pour les nouveaux arrivants dans la classe. Donc, en fait, j'en ai fait une deuxième version qui est plus légère, qu'ils apprennent à se servir d'un plan de travail. Et après, une fois qu'ils sont à l'aise, on passe à la version hardcore. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'ils se sont vraiment approprié l'outil et qu'ils en ont fait un outil à eux. Et c'est ce vers quoi, enfin, nous, on essaye de tendre quand même, quoi. Parce que... Et oui, parce que du coup, Thomas, si j'ai bien compris, toi, tes élèves de CM1, tu les as systématiquement en CM2 et tu rajoutes de nouveaux CM1, c'est ça? C'est ça. Oui, quand alors je les ai moi, pas eu en chaque CE2 fois, avant. Et avant, il avait je prends les CM1, je les garde en CM2 et puis je recommence, je prends des nouveaux CM1, mais j'ai plus, tu vois. Alors pour l'instant, je suis toujours en double niveau à cause des effectifs. Normalement, ça ne devait pas être le cas parce que c'est lié à la classe orchestre. Hein. Mais par exemple, mes CM1 de cette année, c'est pas du tout dit que je les garde l'année prochaine. Ah oui. Ouais. Ah oui, donc, c'est dommage. J'en ai que 4 après, donc tu vois, ça va être pas forcément au niveau de la dynamique de classe. Bon, si ça arrive, ça arrive. Hein, tu dis que tu as un double niveau, mais tu n'as que 4 CM1. Et ouais. Mais j'ai des CM2 qui lisent du CP jusqu'au CM2. Donc, niveau hétérogénéité, je suis bien. Et Thomas, je voulais que tu nous parles aussi dans les outils, de l'outil qu'on utilise beaucoup, mais toi, j'aime bien comment tu l'utilises, c'est tout ce que tu as mis en place autour de l'entraide et du tutorat. Oui, alors justement, comme on disait, mes élèves, je les garde pendant longtemps, parfois très longtemps. Du coup, ils ont des automatismes, ils ont des compétences qu'ils ont acquises au fil du temps, et autant qu'ils les partagent avec les élèves qui ne les ont pas encore acquises, soit parce qu'ils viennent d'arriver, soit parce que ils ont besoin de plus de temps pour les acquérir. Donc, en fait, un point important pour différencier dans ma classe, c'est d'organiser la coopération, en fait. Il y a plein de modalités d'interaction où je vais faire intervenir les élèves pour de l'étayage, pour aiguiller tout simplement un élève qui est un peu perdu dans ses apprentissages, qui ne sait pas où aller dans son plan de travail, etc., etc. Donc, ça va de choses extrêmement informelles. Tiens, toi, tu as fini ton travail. Écoute, si tu veux, tu peux aller aider tel élève. J'ai vu qu'il était bloqué, mais là, je suis occupé avec un copain. Donc, si tu es disponible, est-ce que tu peux aller voir si tu peux le débloquer? Ça fonctionne très bien. Généralement, c'est les choses qu'ils font volontiers d'aller aider les copains. En plus, ils sont valorisés. Donc, c'est extrêmement bien. Des fois, les élèves n'ont pas la réponse, donc ils vont chercher ensemble. Donc, on est dans quelque chose de style entraide. Donc, c'est toujours intéressant qu'ils cherchent à plusieurs. Et après, on a des choses beaucoup plus formelles. Donc, des fois, on peut organiser des ateliers. Ça peut être des ateliers de besoin, mais ça peut être des ateliers sur une activité identique pour tous les élèves. Ou justement, un élève peut être responsable d'un atelier, pourquoi pas, ou avoir une responsabilité particulière dans l'atelier. Donc, le travail de groupe comme ça peut être organisé. Notamment, j'aime bien leur donner des fiches de responsabilité. C'est des choses qu'on voit, enfin, en tout cas qu'on voyait beaucoup passer sur Twitter à une époque. Des fiches de rôle. Donc, il y a une personne qui est responsable de la distribution de la parole, une personne qui est responsable de la consigne, une personne qui prend des notes, qui va être porte-parole, qui va rendre compte du travail du groupe devant la classe, etc. Donc, c'est un moyen de s'assurer qu'ils seront tous actifs. Donc, pareil, ces petites cartes, il faut les préparer, il faut apprendre aux élèves à s'en servir. Ça demande un peu de travail en amont. Et le nec plus ultra, dans les relations de coopération, c'est de mettre en place du tutorat. Alors, le tutorat, c'est quelque chose en pédagogie coopérative qui est quand même assez codifié. Ça veut dire faire une formation préalable des élèves. Alors, ça ne veut pas dire les former en didactique. Hein. Toi, tu vas être expert en calcul mental, toi, tu vas être expert en conjugaison. Ce n'est pas du tout ça, la formation du tutorat.
c'est une formation, justement, comment on fait pour aider quelqu'un qui est bloqué. Comment je vais m'y prendre? Alors, machin a besoin d'aide. OK, par où je commence? Je lui donne la réponse. Ah non, non, c'est pas aider quelqu'un, ça, c'est l'empêcher de faire son travail. Donc voilà, il y a une grosse formation des élèves et puis ils passent un examen, un brevet de tuteur. Donc c'est pas tous les élèves qui peuvent être tuteurs, même si c'est rare que les élèves n'obtiennent pas leur brevet quand ils en font la demande et qu'ils sont motivés. Et justement, le tutorat, ça a une valeur ajoutée qui est que un élève qui se fait aider par un tuteur, il sait que son tuteur, il a les compétences pour le débloquer. Parce que c'est vrai que quand on met les élèves à plusieurs sur un travail où ça coince un petit peu, ça peut partir en cacahuète. Ouais, mais non, mais toi, t'expliques mal. Toi, tu connais rien. De toute façon, t'es nul en maths. Au moins, le tuteur, on sait qu'il a des compétences pour aider les copains. Et puis, s'il ne sait pas, normalement, il sait qu'il faut appeler quelqu'un d'autre à l'aide. Donc voilà. S'il a bien suivi la formation. Exactement. Ta formation, ton brevet de tuteur, tu ne l'obtiens pas dans une pochette surprise, comme on dit. Encore une expression de prof. Hein. Voilà. Donc voilà, ces 4 modalités, l'aide, l'entraide, le travail de groupe et le tutorat, c'est des choses entre lesquelles j'aime bien naviguer dans la classe, justement, pour essayer d'apporter un étayage en fonction des activités et des besoins des élèves. Non, c'est vrai, Alors, c'est 4 beaux outils. moi, Après, c'est vrai qu'il y en a qui fonctionnent. C'est vrai que juste pour le tutorat, je rebondis. C'est vrai que l'année dernière, j'avais une classe vraiment très bosseuse, mais un peu plus difficile niveau comportement. Et le tutorat, ça a vachement bien marché, quoi. Ils étaient à fond, ils voulaient tous Le tuteur, tu lui aider. donnes une grosse responsabilité, mine de rien. Donc, il faut se Ouais, montrer à la hauteur. Hein. et ils voulaient tous passer le brevet de tuteur pour devenir tuteur. Enfin, voilà, toi, ils étaient à fond, quoi. On avait parlé beaucoup en conseil d'élèves et tout. Et là, cette année, je l'ai présenté au début. Personne veut. Ça les a pas branchés. Et alors, ils s'aident comme ça, tu vois. Beaucoup d'entraide, là. On est beaucoup dans l'entraide ou dans l'aide. Mais ils n'ont pas envie d'aller jusqu'au tutorat. Alors, je force personne. Il faut dire que le Covid, ça a quand même foutu un coup Ouais, assez important t'as raison. à ce genre de pratique. Hein. Ça doit être ça. Quand tu dois aller aider quelqu'un, mais que tu peux pas trop t'approcher, ça complique quand même vachement les Ouais, mais choses. tu vois, regarde, je te dis. Quand tu as 28 élèves dans une petite classe, de toute façon, ils sont proches et du coup, on n'a pas trop été impactés, tu vois. Bon. Et toi, Charlène, un outil que tu Alors, voudrais juste pour nous... le tutorat, je pensais à une situation quand même justement que j'ai eu à mettre en place l'année dernière. Donc l'année dernière, j'avais 6 CM2 sur mes 25 élèves, il me semble. Mais CM2 qui du coup avaient loupé toute la fin du CM1 quand même, donc un peu les trucs super importants. Hein. Toutes les nouveautés du CM1, ça avait été fait assez vite. Donc finalement, je les ai beaucoup raccrochés au CM1. Hein. Ils ont repris de zéro la numération, la fraction, les fractions, même la conjugaison. Hein. Il n'y avait plus grand-chose. Mais du coup, je me suis retrouvée en fin d'année à me dire, bah ouais, sauf qu'en fait là, il faut quand même qu'ils fassent les trucs de CM2 aussi. Mais je ne pouvais pas lâcher les CM1 qui devaient aussi finir leur CM1. Et du coup, il m'est arrivé de demander à un élève qui avait déjà compris quelque chose, typiquement plus que parfait, qui se comprend très facilement finalement, dire à l'élève, écoute, je te confie les 5 autres, hein, puis tu vas leur expliquer, j'ai un tableau au fond de la classe qui est peut-être pas celui que j'utilisais, puis il faisait le cours à ma place, voilà. Alors je vérifiais quand même ce qui était dit, je m'arrangeais le chou pour avoir un petit temps de pause et aller vérifier quand même que... Mais comme c'était très proche de quelque chose qu'on avait déjà vu, et que lui l'avait déjà compris parce qu'on en avait parlé en production d'écrit, il n'y a pas eu de souci. Ou d'autres, donc là peut-être une sorte de tutorat un peu spécial, voilà, qu'on ne peut pas faire tout le temps, mais qui des fois peut un peu sauver la mise. Il faut être sûr quand même de l'élève qu'on met devant les autres. Et puis je lui avais mis quand même un deuxième élève en backup si jamais, si tu penses qu'il a dit une bêtise, là, il faut quand même le corriger. Et autre situation que j'ai faite, là aussi en conjugaison, alors ceux qui connaissent réussir en conjugaison voient un peu la démarche de recherche. Hein. Ils doivent chercher des terminaisons dans des livres et en déduire la règle. Et je les ai laissés en autonomie sur le passé simple. Donc je leur ai dit, voilà, je vous écris au tableau les 6 pronoms personnels, vous faites votre recherche tout seul, vous déduisez la règle à tous en groupe. Donc là, on était dans un travail de groupe.
mais sans qu'il y ait forcément un rapporteur, un qui écrit. Parce qu'on a beaucoup travaillé, nous, pour le coup, pas avec des étiquettes, mais à se dire qu'il faut trouver l'équilibre entre le bien-être de chacun. Donc, chacun doit se sentir utile au groupe et l'efficacité dans la tâche. C'est-à-dire que le bien-être où on joue tous, mais on n'est pas en train de faire notre travail, ça ne marche pas. Donc, on travaillait beaucoup sur cet équilibre-là. Et donc, en fin d'année, ça roulait. Et je leur ai dit à la fin de la séance, je viens vous voir, vous m'expliquez la leçon sur le passé simple. Il leur manquait 2-3 trucs, parce qu'ils avaient trouvé beaucoup de verbes du premier groupe, etc. Mais finalement, ils se sont fait leur cours tout seuls, quoi. Donc, c'est des choses. Donc là, on est en CM2, hein, mais c'est faisable aussi. Voilà, donc, sur ces deux modalités-là. Veux-tu quand même nous parler de ton dernier de ton outil? Ouais, hein, je donne des exemples. Enfin, je me dis que c'est un peu parlant, quoi. Vas-y. Le fonctionnement en atelier ou en demi-classe, alors c'est des choses qui sont très connues déjà pour les ateliers en maternelle, mais qui sont tout à fait faisables aussi en classe. Le fonctionnement en demi-classe, c'est un peu le même principe, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 ateliers plus la demi-classe avec soi ou un temps d'autonomie, de plan de travail, de ceinture, de centre, enfin, peu importe comment on veut fonctionner, et une demi-classe avec soi. Mais moi, j'ai même fini par prendre un quart de classe. Parce que finalement, je me rends compte que forcément, il y a des difficultés de compréhension, il y a des prérequis qui ne sont pas toujours là pour tout le monde et on n'a pas tout le temps de faire une évaluation diagnostique. Il y a vraiment des problèmes d'attention quand même qui sont assez graves, je trouve, en tout cas dans nos classes, dans notre école, mais j'ai l'impression que c'est un peu partout. Et finalement, je vais être plus efficace à faire une petite séance avec un petit groupe, certes qu'une fois par semaine, mais où on va vraiment manipuler, je vais être très présente, je vais pouvoir étayer, je vais pouvoir voir chacun où est sa petite difficulté, le débloquer tout de suite. Donc dans ces séances de découverte où voilà, c'est très 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 efficace. Et du coup les autres sont sur des exercices de révision. J'ai souvent un atelier jeu, j'ai voilà, parfois un atelier avec la tablette aussi. Si on a Matero par exemple pour faire des ceintures de calcul, hop, tout est fait quoi. Enfin il n'y a pas de boulot. Enfin ça se gère tout seul. En plus, Merci, Laurent. faut du numérique. Ouais, c'est clair. Merci Laurent. Il a inventé. En plus, ils adorent les maths. Du coup, même ceux qui se disaient nuls en maths, ils adorent les maths. Ouais. Donc, c'est top. Mais du coup, en fonctionnant comme ça, on s'évite d'avoir besoin d'un groupe de remédiation pour le coup, après coup. Parce qu'on aura tout de suite fait le travail très bien parce qu'on est sur un petit groupe. Donc ça, je trouve qu'en matière de différenciation, c'est super. Par contre, il faut être très au clair avec quel groupe je me suis arrêtée à quel endroit. Et là encore, je pense que alors soit il faut une très très bonne préparation de chaque atelier, soit là, quand on a du bagage justement didactique, on va être très efficace parce que justement, à lui, il a cette difficulté-là. Ça évoque pour moi telle ou telle chose. Je suis désolée, il faut couper, j'ai plus de casque. Je voudrais remettre la batterie. Je vous de quoi? Elle a plus de casque, elle a plus de batterie sur son casque. Les aléas du direct. Non, mais va revenir. Et donc, du coup, je voyais son dernier point qu'elle voulait parler, c'était les méthodes avec des supports différenciés. Je ne sais pas si tu en utilises, toi, Thomas. Non, mais moi, je suis incapable de suivre une méthode. Non, mais c'est pas une méthode, mais regarde, par exemple, moi, depuis cette année, j'ai acheté 1, 2, 3 Il y a 1, 2, parcours. 3 parcours. C'est top, ça. C'est pas une méthode, en fait, c'est des parcours et où il y a pour chaque notion, tu as 2 tests différents, des évaluations différentes et aussi des parcours d'entraînement, donc 3 qui sont déjà différenciés on va dire, plus tâches complexes dans le parcours 3 et tâches un peu plus simples dans le parcours 1. Et effectivement, on ne va pas se le cacher, ça soulage pas mal. Voilà, quand on parlait de la feuille de route, et ben voilà, il y a un groupe qui fait le parcours 1, il y a un groupe qui fait le parcours 2. Et ça, effectivement, c'est quand même appréciable d'utiliser. Et là, il n'y a pas besoin, comme je disais tout à l'heure, non, j'allais encore dire l'expression pourrie, mais je ne vais pas la dire du coup, pas besoin justement de passer trop de temps de préparation et ça soulage quand même beaucoup et on peut quand même faire autre chose et plutôt s'occuper des élèves et passer moins de temps peut-être dans les préparations ou être plus libre. Oui, parce que tout à l'heure, je disais, les supports différenciés, individualisés, il ne faut pas y passer trop de temps, mais il en existe plein. Je pense aussi à Dictée Histoire des Arts,
Oui, aussi. où la méthode est déjà pensée avec 3 niveaux de difficulté, plus les supports différenciés. Enfin, ça se différencie tout seul, c'est très fluide, c'est très facile à mettre en œuvre Mm. et c'est super Mais bien guidé, donc c'est chouette comme support. oui, oui, c'est chouette. Mais c'est vrai, Thomas, comme toi, j'ai du mal à. Enfin, voilà, je n'utilise pas de méthode non plus. Je suis pas très- Mais par contre, des supports comme ça, différenciés, je trouve ça intéressant. Après, je les mixe à ma sauce. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Eh bien, Exactement. écoutez, c'était très bien, hein. On a passé une belle émission. Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Je pense qu'on a battu au niveau timing notre record de longueur de l'émission. Du La coup, question, ça va être combien écouteront jusqu'au bout. ah oui, mais Faut si. Bon, poser une allez. Non, question mais piège à la fin pour Ouais. voir. Non, mais attends, ils veulent aller au bout de l'émission pour avoir nos recommandations. Euh, J'avais parlé dans le sommaire d'une bibliographie. On ne va pas vous la lire comme ça n'a pas trop d'intérêt. Elle sera dans les notes de l'émission avec des livres forcément de Sylvain Connac. Oui, il y en a quelques-uns. Il y en Ça a me fait une quelques-uns. référence. C'était une belle référence. Et donc, pour finir, j'ai commencé, tiens, à moi l'honneur. Je voulais, on change un peu de sujet, petit troco. Et ben, je suis allé voir The Batman. Parce que bon, je suis un grand fan de Batman, hein. J'ai plus d'une centaine de BD de Batman, de comics dans ma maison. Et donc, j'étais très, très impatient de revoir Batman parce que j'avais pas aimé Ben Affleck dans le rôle. Et les films qui. Ouais, j'avoue que j'ai eu du mal aussi. Après la trilogie de Nolan, c'était un peu. Enfin, je sais pas. Voilà, C'était un peu fade. Enfin, il n'avait c'était pas beaucoup de très, très profondeur, ce fade. personnage. Non, il avait. Je Enfin, crois que le j'aime bien pire, Ben c'était dans Affleck. Batman vs Superman. Là, Ah ouais, j'étais. non, arrête, m'en parle pas, s'il te il plaît. peut pas être pire que Georges Clooney. Non, oui, il peut pas être pire. Il peut pas. Je Oui, suis un c'est peu vrai. jeune, moi, pour le George Clooney. Je l'ai vu petite. J'avais Alors. pas, j'avais pas trop aimé. Ah, mais même quand je l'ai vu petit, j'avais J'avais compris que pas c'était trop Mais pas j'étais aimé. bon. vraiment petite. Val Kilmer non plus. Bon, bref, toujours est-il que après la trilogie de Nolan, c'était dur. Et là, effectivement, très surpris, Pattinson se débrouille très bien. Et puis, même s'il y a quelques longueurs dans le film qui durent 3 heures, mais bon, ça c'est normal, un film de 3 heures, il y a toujours des petites longueurs. Ambiance Tu bol noire, le les Seigneur des images. Anneaux, s'il te plaît. Comment? Pardon, mais je suis bol le Seigneur des Anneaux, s'il te plaît. Les longueurs, il n'y en a pas. Hein. C'est possible Non, quand même de faire des films sans longueur. Oh. Oui, pardon, il ne faut pas que je touche à ça parce que les images sont magnifiques. Enfin, au niveau, on voit que le cinéaste, au niveau image, il maîtrise. Apparemment, c'est son point fort. D'après ce que j'ai lu, l'histoire, si vous connaissez un peu Batman, ça commence un peu à inspirer beaucoup de la BD année 1. C'est-à-dire quand il commence vraiment et qu'il n'a pas encore beaucoup de sous et de matériel très sophistiqué pour faire le justicier. Et du coup, c'est une belle histoire. Catwoman dans Zoé Kravitz, génial aussi. Donc, c'est pas mal. Et apparemment, il y aura d'autres films de prévus pour développer tout ça. Donc, je raconte pas plus, hein, parce que voilà, vous le verrez. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller le voir, on passe un très bon moment. Après, c'est noir. Après, beaucoup ont comparé ça à Seven. Oh, Dark Knight. Ah, Seven. Les références, voilà. On a discuté avec certains sur les réseaux en disant voilà, moi, quand je vais voir un Batman, j'y vais l'esprit libre. Et puis, je ne me pose pas la question de voir si ça ressemble à un film ou à un autre. Je n'essaie pas de comparer les films. En tout cas, j'ai passé un très, très bon moment. Donc, je vous le conseille. Après, il est quand même noir, hein. Je dirais 16 ans, quoi, 15-16 ans quand même. Parce que la question pour les moins de 12, c'est un peu juste. Et puis, autre chose que je voulais vous parler, c'est un jeu que j'ai découvert comme ça, au pif, qui s'appelle Crazy Theory. On parle beaucoup en ce moment du complotisme avec, voilà, on a eu le Covid, maintenant on a la guerre, voilà, il y a de quoi faire. Et donc, c'est un jeu Crazy Theory où alors on a plein de complots. D'ailleurs, le jingle, enfin pas le jingle, mais bref, c'est le jeu des complots qui vaccine contre la connerie. Voilà. C'est le pitch. C'est le pitch, voilà. Donc, du coup, voilà, on nous ment, la vérité doit éclater. Et donc, il y a des complots à essayer de déjouer avec des complices du complot. Enfin, voilà, c'est un petit jeu drôle à jouer
à plusieurs, à Tu nous fais partir un petit de exemple de complot? toi. Rigole. Celui-là que je t'ai lu. Non, oui, un petit exemple de complot, j'en ai un. Il était assez drôle d'ailleurs, celui-ci. J'en ai d'autres, voilà. Non, il y avait aussi des questions, par exemple, pourquoi les magasins ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ont quand même des serrures? Hein, ça, c'est une bonne question, mais c'est une bonne question quand même. Hein. Oui, Mais c'est sinon, vrai. voilà, le vrai complot, c'était pourquoi on a des barrettes en métal sur les masques que l'on porte depuis 2 ans. Voilà, on peut imaginer que le métal, c'était une antenne, que les antennes, c'est les extraterrestres, que les extraterrestres, c'est un bonhomme vert, que le bonhomme vert, c'est la couleur, que la couleur, c'est orange, et orange, c'est France Télécom. Donc, on avait la 5G sans antenne. Hein, pas mal hein, dans le... Faut quand même. faut aller chercher Digne loin, de Twitter, là. Hein. et je pense que C'était voilà. évident pourtant. Ben, c'était Bah évident, ouais, hein, non mais pourquoi on c'était l'a pas France vu? Télécom, bah ouais, et 5G, voilà. Donc voilà, c'est un petit jeu comme ça. Donc après, je pense qu'il faut aussi choisir avec qui on joue, hein, parce que si vous avez des copains Ça peut monter dans complotistes, les tours. ça peut peut-être mal se passer. Mais en tout cas, voilà, j'ai commandé. Alors, je ne peux pas vous dire que j'ai encore joué, mais ça m'a tout de suite flashé. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. Je vous en reparlerai, bien sûr, mais si vous voulez l'essayer aussi, regardez ce que c'est. Il ne coûte pas très cher, hein, une quinzaine d'euros, je crois. Euh, voilà. Charlène, tu avais une petite roco, toi aussi. Oui, Enfin, bah en fait, suite à une roco de Thomas, c'est voilà, ça. voilà, c'est ça. Thomas m'avait conseillé de regarder Arcane, donc c'est un film d'animation qui se base sur l'univers de League of Legends. Donc League of Legends, pardon. C'est un jeu vidéo qui a toujours pris soin de créer quand même un petit background pour ses personnages. Et bah, moi qui me rappelle des tout débuts de ce jeu, ça existait, mais c'était pas forcément aussi étoffé. Donc j'étais un peu méfiante. J'avais un peu peur d'avoir un truc fan service et tout ça, mais bon, de recommandation de Thomas, je vais voir. Et en fait, je pense que c'est la meilleure série que j'ai regardée ces dernières années. Ah oui, quand même. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment excellent. Les psychologies des personnages sont fantastiques, l'intrigue marche très bien. J'ai pleuré à quelques moments. Voilà, j'ai eu des bons moments d'émotion. C'est hyper propre au niveau de l'animation, du dessin, du côté artistique, de la musique. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on pourrait améliorer ça. Je trouve pas. C'est vraiment très très chouette. Et même si on n'a pas joué à League of Legends, On peut quand c'est même vraiment très comprendre. très sympa. Ah oui, on Oui, il n'y comprend. a pas Enfin, C'est de. une c'est très sur très bonne l'univers porte de. d'entrée pour l'univers, voilà. C'est dans l'univers de Piltover, c'est vraiment un univers que je connaissais pas trop parce que bah, c'est arrivé un peu plus tard, ces personnages-là. J'en avais connu quelques-uns, mais ils ont vraiment étoffé au fil des années et pour le coup, j'ai eu aucun problème à rentrer dans cet univers-là. Ouais, cool. C'est vraiment très très Et chouette. t'as oublié de préciser, c'est sur Netflix. Oui, sans doute. Je sais plus où je l'ai vu. Ah Si, si. d'accord, tu allais le dire que tu l'avais téléchargé légalement. D'accord, merci. On Non, va non, non, couper non, ça au montage. non, non, mais parce que j'ai plusieurs abonnements, Oui, donc oui, je ne bien sais sûr, plus lequel. comme tout le monde. Euh, Oh, dis donc, t'es mauvaise langue. Bien sûr mm. que si, je suis une honnête Non, citoyenne, mais je moi paye. aussi, j'ai tout. Alors, je peux pas critiquer. Hein. J'ai des abonnements à tout. Je ne sais pas lequel j'ai pas. Toi, Thomas, est-ce que tu as une petite reco Ouais, alors pour bah, nos ceux qui me auditeurs? suivent sur Twitter, ils Ah savent oui. déjà. Hein. On suit tes J'engloutis aventures, mon tes temps combats, libre quoi. dans Elden Ring. Forcément, c'est un jeu vidéo que j'attendais impatiemment. Alors, pour ceux qui connaissent Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, c'est plus ou moins la même chose, mais en 1 million de fois mieux. Ah ouais. Non, que dire, alors, c'est pas un jeu pour tout le monde, hein, c'est pas un jeu pour. Trop énervé. Voilà, c'est pas un jeu qui est fait pour se détendre, c'est un jeu qui est fait pour explorer un univers qui ne vous veut pas du bien. Voilà. Mais par Il y a du contre, défi. ouais, voilà, il y a du défi, mais on va dire que ça reste accessible quand même. Tu peux te promener des heures dans le monde qu'ils ont construit. Ouais. Au passage, d'ailleurs, le monde qui a été co-créé par George R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones.
Donc, on aime ou on n'aime pas, mais ça donne le ton, en tout cas. Oui, quand même, ouais. Voilà. Et enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à me promener un peu partout, y compris dans des zones qui étaient beaucoup trop difficiles pour mon personnage à ce moment-là. Mais je me suis promené pendant des heures et il y a toujours des choses à découvrir. C'est incroyable. Si tu vois une montagne, une caverne, un château, une ruine, tu peux être certain que dessous, il y a un labyrinthe et peut-être que sous le labyrinthe, il y a des égouts et que derrière les égouts, il y a encore des trucs. C'est sans fin et c'est un vrai plaisir parce que chaque zone fourmille de détails, de choses à voir, de choses à faire. Alors, le jeu est difficile, il y a des combats extrêmement difficiles, même Ouais, on si voit dans ça l'ensemble, ça va. Ouais, mais j'ai mis les morceaux choisis, les trucs où tu es un petit peu fier. Tu vois, Oui. si tu as juste tué 2 rats, Pas tu vas ceux où pas il a jeté la pavoiser. Oui, manette. bah, on voit quand tu combats les gros méchants, là. Voilà. Non, mais je mets pas tous les fails parce que le premier boss du jeu, j'ai pas compté le nombre d'essais, mais j'ai dû en faire une bonne 50aine avant de le Oh la passer. vache. Parce que j'y suis allé, j'étais pas suffisamment Ça, c'est de préparé, que je suis un l'abnégation, c'est bien. abruti. Hein. J'ai insisté alors que j'aurais juste dû aller mieux me préparer pour le combat, quoi. Mais Non, voilà, Et moi, je non, comment tu te m'interrogeais prépares un petit alors? peu Un dans peu de le temps, en sport, tuant des mobs, une bonne alimentation. Non, ouais. des réducteurs étrangement, de sommeil. tu prends des niveaux, mais tu deviens pas si surpuissant que ça, en fait. C'est un Tu vas plus. mieux connaître le jeu, tu vas mieux connaître les mécaniques et du coup, alors oui, c'est plus facile quand tu as un meilleur niveau, mais les Mais rats, la ils D'accord. peuvent croissance quand n'est même pas te trop tuer s'ils rapide. sont suffisamment nombreux, quoi. Et D'accord. donc, c'est Elden Ring et c'est sur Xbox ou partout? Ou PS5 aussi, ou n'importe. Xbox, PS4, PS5, PC. Je Ah ne oui, crois pas qu'il soit sur Switch non plus. c'est partout, quoi. Ok. Rien Ouais, à voilà, voir. partout. Ok, super. Eh ben, écoutez, merci les amis pour ces petits recos. Hein. Peut-être qu'on aura des retours là-dessus sur Arcane et Batman, voir le jeu Elden Ring. Et bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir accompagné lors de cette émission qui a battu le record de longueur. Mais parce que ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas fait d'émission, donc forcément, on avait plein de choses à dire, à vous dire, à se dire également. Euh, et donc, comme je disais au départ, on va essayer de reprendre le rythme quand même. Euh, Normalement, on est déjà paré pour le nouveau thème, mais on ne le dit pas parce que sinon, c'est pas drôle. Je préfère que vous le découvriez le jour de la sortie du podcast. Eh bien, écoutez, merci et puis à bientôt pour une nouvelle mensuelle. On essaye dans un mois à peu près. Ouais, voilà, dans ces Ça eaux-là. marche. On fait comme ça. Ouais. Là, On maintenant, fait c'est comme mieux. ça. Là, le beau temps arrive. On ne fermera plus nos classes. Voilà, on est bien. Des On est... barbecues. Ah non, pardon. On peut Ça va faire une nous empêcher. émission mensuelle autour d'un barbecue. On pourrait manger chacun une saucisse de notre côté. Et puis, non, mais Ouais. un jour, on fera une émission en live. On sera vraiment tous les trois dans, dans la même pièce. Réunis physiquement. Voilà, on fera la Ouais, ce réunification serait comme dans cool, koh. ça. À bientôt, puis merci. À Merci, à bientôt. bientôt.